Ah, mais parfait. Du coup, en fait, tout ce que je vous présente, et c'était pareil pour l'entraînement, en fait, c'est vraiment du court terme. C'est-à-dire qu'en fait, on avale ça, la molécule, et du coup, ça sert à ça pendant quelques jours ou quelques semaines. Mais du coup, on a beaucoup de mal à voir au long terme et à dézoomer au niveau du temps et à vraiment voir ce qu'il est et ce qu'il en est de ce qu'on apporte. Du coup, vous savez, à l'entraînement, il y a des séances, des microcycles, des macrocycles, etc. Et du coup, ce qu'on regarde pour les études, c'est souvent du court terme. C'est beaucoup plus facile de filer une pilule, de regarder au bout de 24 heures, au pire d'une semaine ou de 2 mois, voire de 6 mois, ce qui se passe. Mais du coup, sur toute la carrière d'un sportif, la nutrition constitue son organisme. Du coup, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Ouais. Alors, non seulement sur la carrière d'un organisme, mais pourquoi ? Parce que du coup, maintenant, on parle de épigénétique et de épinutrition. C'est-à-dire qu'en fait, les molécules, on sait très bien qu'elles pénètrent dans la cellule et dans le noyau de la cellule. Et du coup, elles modifient la génétique, ou en fait, elles ne modifient pas les gènes, elles modifient l'expression des gènes. Et du coup, là, il y a un impact qu'on ne connaît pas bien du tout, d'ailleurs, en médecine du sport, qui est un peu connu sur le développement de l'être humain. Et on sait que ce que mange la femme aura des impacts sur la santé de l'enfant et aura des impacts en lui-même. Donc en fait, ce qu'on mange agit sur l'expression de nos gènes. Et si on dézoome encore plus, en prenant une échelle large, mais qui va nous concerner, parce qu'on est dans le siècle dans lequel on va être concerné, vous savez que les molécules qui nous construisent, c'est les molécules, on dit on est des poussières d'étoiles. En gros, avant, il y avait plein de poussières et la terre s'est agrégée et du coup, ça a fait de la vie. Et du coup, nous, on a bouffé, les animaux se sont faits, ils ont bouffé des végétaux, on bouffe des animaux, etc. Et toutes ces molécules-là, il y a plus de 4 milliards d'années, c'était dans les étoiles. Et ça constitue, ces molécules, notre organisme. On est d'accord que l'environnement constitue notre être humain. Et alors, si on s'amuse un petit peu à regarder, par exemple, une molécule d'ADN, il y a du phosphate et il y a de l'azote. Et si on regarde les limites planétaires, actuellement, nos modes de vie, on a dépassé plein de limites planétaires, le réchauffement climatique, la biodiversité, etc., notamment le cycle du phosphore et de l'azote. Donc on prend la molécule sur la planète, et du coup, en gros, avant, il y avait des animaux sauvages, et du coup, ils faisaient caca, il y a de l'engrais du phosphore, et ils faisaient pipi, donc il y a de l'urée, et ça va dans les plantes, et du coup, les plantes, elles poussent, et du coup, il y a de l'azote et du phosphore dans les plantes, et les animaux, ils bouffent les plantes, et puis du coup, après, ils meurent, et ça va dans la terre, et il y avait un bon cycle. Sauf que maintenant, on a déforesté, on a fait plein d'agriculture, on a mis plein d'engrais ailleurs, et du coup, tout ça, ça va dans l'eau. Et du coup, maintenant, le cycle, il n'est pas rebouclé. Donc, ça ne peut plus pousser. Donc, on n'a même pas de quoi, en continuant avec nos modes de vie, de quoi reconstituer nos gènes. Donc, ça ne marche pas. Et après, et du coup, si on ne respecte pas les limites planétaires avec ce qu'on bouffe, notamment, parce qu'il y a un énorme impact de l'agriculture, etc., et bien du coup, ça va réchauffer, comme je suis en train de vous dire, et du coup, à un truc où, en fait, tout simplement, l'être humain ne pourra pas vivre. Alors ça, c'est le réchauffement depuis... ça, c'est des dinosaures. Ça, c'est la température sur la planète, atmosphérique moyenne, tac, 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 tac. Là, c'était il y a 35 millions d'années. Là, c'est en milliers d'années. Donc là, il y a l'être humain, lui, ça doit être 3 millions d'années. Voilà, du coup, ils se sont développés un peu, tac, 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 tac. Là, c'est les périodes interglaciaires. Là, c'est depuis 10 000 ans, donc les civilisations, les Égyptiens, les Mésopotamiens et tout. Là, c'est 1850. Et du coup, vous voyez, depuis qu'on est à peu près sédentaire, les températures se sont stabilisées. Et ça, c'est les scénarios du GIEC. Du coup, jamais l'être humain n'a vécu, d'ailleurs, à plus de 2,5 degrés de réchauffement. Voilà. Donc, on ne peut pas s'adapter au-dessus, quoi. Et du coup, si ça crame, alors notamment, au bout d'un moment, il y a des phénomènes de réaction positive, c'est-à-dire que ça évolue de lui-même. Genre, les forêts, elles crament, et du coup, au lieu d'absorber de l'O2, ça recrache du CO2, et puis du coup, plus il fait chaud, plus ça crame, et puis voilà, et du coup, on ne peut plus trop contrôler le truc. À partir de 2 degrés de réchauffement atmosphérique, c'est pour ça que tous les pays du monde ont dit qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés, sinon on va tous crever. Donc, il ne faut pas dépasser 2 degrés, parce que sinon, à la fin, c'est ce qu'on parle de planététude. Ça évolue de lui-même. D'ailleurs, en fait, au-dessus de 2 degrés, c'est l'homme n'a pas assez de contrôle sur le climat. On ne sait pas ce qui va arriver. Ça peut peut-être bien se passer, ça peut peut-être mal se passer. Et alors, l'alimentation, voilà, ça c'était pour dézoomer dans le temps. Alors, et pour dézoomer dans l'espace, du coup, on parle de la molécule. Je vous ai dit, du coup, je voulais répéter que ça s'intègre dans l'aliment, dans la matrice notamment de l'aliment qui joue. En fait, la structure joue sur la biodisponibilité des aliments.
et ce qu'il y a à côté. C'est pareil dans les aliments, il y a ce qu'on appelle les xénobiotiques. Il y a plein de molécules, je vous dis, qui n'ont été pas du tout étudiées. J'avais dû vous dire, dans Nature, il y avait sorti qu'on connaît 150 molécules et l'activité de 150 molécules. Et il y en a 25 000 identifiées, probablement qu'il y en a 50 000 dans la nature. Donc on est 150 sur 50 000. Donc en fait, on ne sait pas ce que ça fait tout ça. Mais ça a plein d'interactions en fait, sur les cellules. Voilà. Donc on ne sait pas très très bien ce que ça fait. Et en plus, alors non seulement les aliments ont une interaction, mais ils interagissent avec chacun de nos corps humains. Et les corps humains, bien sûr, ils sont tous différents les uns des autres. Voilà. Et, comme on l'a exprimé, le microbiote est différent, nos cellules sont différentes, nos gènes sont différents, l'activité physique change notre organisme et est différent. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Et encore une fois, si on redézoome, en plus, l'être humain, il est dans un environnement avec, par exemple, on peut prendre simplement la pollution de l'air qui pénètre dans l'organisme, a un impact énorme sur plein de fonctions hormonales, cardiovasculaires, etc., qui vont avoir un effet sur la digestion. Du coup, voilà, c'est extrêmement compliqué. Ah ben alors, tiens, d'ailleurs, je vais parler des oméga 3. C'est un simple exemple pour montrer que c'est complexe. Et je suis parti de là pour partir loin, quoi. Et du coup, les oméga 3, on veut dire manger d'oméga 3 parce qu'on manque d'oméga 3. Mais en fait, on manque d'oméga 3 parce que depuis, je vous avais dit, l'homme de Cro-Magnon et l'agriculture, ça a fait en sorte que avant on était à un rapport de 1 sur 1, là, chez l'homme de Cro-Magnon, après 1 sur 5. Et depuis l'agriculture industrielle, on a 1 sur 15. Donc en fait, on n'a pas assez d'oméga 3 par rapport à oméga 6. Et maintenant, du coup, bon, dans une population extrêmement sédentaire, on dit ah ouais, bah, du coup, on manque d'oméga 3, ça fait des maladies cardiovasculaires, c'est clair, des maladies métaboliques et des maladies neurodégénératives. Hein, ça, c'était bien montré depuis quelques décennies. Donc, l'oméga 3, c'est du coup, c'est les acides gras qui sont insaturés 3 avant la fin. En sport, c'est pareil. Là, deux méta-analyses, ils vont dire ça agit sur le stress antioxydant, enfin, sur plein de trucs bien. Les fonctions cellulaires, le maintien des structures, ça régule le système nerveux, la pression artérielle, la coagulation sanguine, la tolérance au glucose, les processus inflammatoires. Donc ça a l'air d'être vachement efficace. Et plusieurs études suggèrent un effet potentiellement bénéfique, donc EPA-DHA. Alors ça, théoriquement, ça s'apporte plutôt par les végétaux. Et après, on peut en fabriquer de l'EPA et des DHA, mais quand même pas assez, et du coup, ça vaut le coup quand même d'en apporter. C'est un peu, voilà, je vous fais une synthèse de la littérature. Du coup, faut manger les trois, en fait. On va dire ça comme ça. Et il y en a même, c'est pour ça que vous verrez dans les compléments, des fois, il n'y a que ces deux-là, en fait. Bon. Et du coup, là, pour le sport, c'est pareil, Nutrient, c'est la meilleure revue de nutrition. Pas du sport. Voilà. Retard de l'apparition des courbatures, intéressant pour les marqueurs liés à l'inversion de la récupération et à la médiation. Voilà. Du coup, on va se dire, bah, cool, faut bouffer des oméga 3. Du coup, alors, qu'est-ce qui apporte des oméga 3? Du coup, les noix, le lin, la courge, le citron, machin. Si on prend de la graine de lin, alors on peut se dire c'est cool, mais comme j'avais dit, ouais, il faut bien la mastiquer, sinon c'est pas absorbé, donc c'est le problème de mastication, d'absorption. Et des poissons gras. Mais les poissons gras, bah, vous savez peut-être qu'il y a des métaux lourds et du coup les métaux lourds ils s'accumulent dans l'organisme, au fil du temps et dans les organismes et le long de la chaîne alimentaire. Donc plus le poisson il est gros, et bien plus ça s'accumule. C'est pour ça que les gros poissons qui bouffent les petits, et bien du coup ils ont beaucoup plus de mercure. Et qu'on vous dit attention, il ne faut pas manger trop de poissons gras. Du coup on en finit à vous dire il faut manger une fois par semaine des petits poissons et une fois par semaine des gros poissons. Mais chez la femme enceinte, on leur dit, comme c'est très très bon pour le bébé, de manger des oméga 3, mais pas de manger de gros poissons, ni même de manger de petits poissons. Du coup, en fait, la pauvre femme enceinte, dans le même rapport de l'ANSES, on lui dit de manger d'oméga 3, mais pas de manger d'oméga 3. Et du coup, les deux se contredisent dans le même rapport de l'ANSES. Du coup, si elle ne mange pas de poisson, on va lui dire de faire des pilules d'oméga 3. Mais les pilules d'oméga 3, c'est pas dans un aliment, donc c'est peut-être moins bien absorbé. Et d'autant plus que les entreprises pharmaceutiques, elles vont recracher des gaz à effet de serre avec tous les méfaits de l'industrie. Et deux, la membrane qui l'entoure, même s'ils ont essayé de faire des efforts, elle n'est pas parfaite. Et du coup, ça peut se peroxyder avec la chaleur, l'oxygène et la lumière. Contrairement au poisson, quand il est dans l'eau, ça ne se peroxyde pas. Et du coup, il y a l'indice-totox. Alors ça vaut le coup carrément de regarder, nutritionniste qui vous dit ça, parce que du coup, si l'indice-totox il n'est pas bon et du coup c'est peroxydé, c'est carrément dangereux pour la santé. Du coup, les médicaments, c'est pas la panacée. Et manger plein de poissons, c'est peut-être pas non plus la panacée. Alors ça, c'est les aliments en fonction des gaz à effet de serre. Donc alors si fruits et légumes, il y a très très peu d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'en gros, pour être écolo, moins de fruits et légumes. Le pire, c'est carrément le bœuf, ça c'est clair. Après, il y a la viande.
Et après, le poisson, c'est pas parfait non plus, quoi. Les œufs de riz, c'est entre les deux. Les produits laitiers sont entre les deux. Alors, ça émet des gaz à effet de serre, et 2, il y a la surpêche. Alors ça, c'est la durabilité du cabillaud, de la sole et du bar. Ça veut dire que c'est pas durable. Il y a tellement de surpêche qu'il n'y a plus. Alors dans Science, j'ai repris l'article pour voir. C'est vrai que c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable, mais c'est vrai. Si on continue comme ça, et on continue comme ça depuis l'article, c'est 2006 de Science, si vous voulez, je l'ai. Et du coup, on continue à surpêche. Enfin, je crois qu'on a un. En continuant comme ça, il n'y a plus de poissons que en raison de la surpêche. Il n'y a plus de poissons dans les océans en 2048. Du coup, c'est pas durable. Et alors, d'autant plus que si on dépasse 2 degrés, il y a 99% du coraux qui est mort. Et si le coraux est mort, c'est pas très bon pour le phytoplancton, le machin plancton, les animaux et tous. D'autant plus que quand on rejette des gaz à effet de serre, il y a l'acidification des océans, parce que le CO2, ça va dans l'eau, ça fait du carbonate de calcium, et du coup, c'est un pouvoir tampon, en fait, l'océan. Sauf que plus il s'acidifie, moins il a de pouvoir tampon, moins c'est un puits de carbone. Et plus ça bousille les organismes calcaires, je crois, les crabes, ils perdent un peu leur coquille. Bon bref, c'est pas trop le problème. Le problème, ça va être les phytoplanctons et toute la biodiversité qui, rien que vos acidifications océan, est relativement mal barrée. Avec le réchauffement que je viens de vous montrer, on est relativement mal barré aussi. Et après, il y a autre chose, c'est que dans les points de bascule, il y a la fonte du permafrost. Le permafrost, si vous voulez, c'est les glaciers. Il y a plein de bactéries qui vont faire sûrement plein de maladies infectieuses chez l'homme. Mais en dehors de ça, il y a du mercure qui se déverse dans les océans. Mercure qui va aggraver le problème que je viens de vous filer du mercure, qui va être potentiellement grave. Ça, c'est l'acidification des océans et la perturbation. Et ça, c'est le permafrost. Voilà. Et alors, du coup, le réchauffement climatique... Ça, c'est le GIEC, encore une fois, absolument indiscutable. Plusieurs centaines de scientifiques qui font une revue de la littérature de plusieurs dizaines de milliers d'articles scientifiques. Toutes les études que je vous ai montrées, c'est 4 scientifiques avec 4 lecteurs. Ça, le GIEC, c'est des centaines de scientifiques qui font une revue de la littérature de dizaines de milliers d'articles avec des milliers de scientifiques qui ont une relecture. C'est juste indiscutable. Ils en font des bons résumés avec des chouettes couleurs. Et du coup, ça, alors c'est le réchauffement climatique de 1,5 degré, c'est la perte de biodiversité, voilà. Ça, c'est la perte de biodiversité à 2 degrés, et ça à 4 degrés. Ça, c'est... du coup, il y a, sur les 8 millions d'espèces connues, il y a au moins... Enfin, il y a 25% des espèces en voie de disparition. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus un. Voilà. Et quand on regarde avec à cause de... pas du tout du réchauffement climatique, qui va arriver durant ce siècle, mais pour le moment, il n'y a pas du tout la biodiversité. Le problème de la perte de biodiversité, c'est l'exploitation des espaces. En gros, on a foutu des routes, on a déforesté, du coup, ils n'ont pas de là où vivre et on surpêche et du coup, ça diminue. Et du coup, en 45 ans, il y a déjà 70% des vertébrés qui ont disparu depuis 40 ans. Alors, on dit les insectes, c'est 80% en 20 ans en Europe et tout. Donc, il y a déjà, une diminution énorme. Déjà des individus et des espèces, durant ce siècle, ça risque d'être très problématique. Et ça, c'est carrément les êtres humains. C'est le nombre de jours sur lesquels on ne peut pas vivre qu'en raison de la chaleur. C'est-à-dire que là, on ne peut pas vivre quelques jours qu'en raison de la chaleur à ce niveau-là. Mais du coup, si on ne peut pas vivre quelques jours, en gros, on ne peut pas trop y habiter. Et encore, pour avoir étudié la chaleur, il parle sur 35 degrés. C'est-à-dire que les vieux et les bébés, c'est encore pire, c'est plutôt 29 degrés. Donc c'est plutôt presque optimiste. Enfin, en tout cas, on ne peut pas y habiter parce qu'on ne peut pas dire je prends ma maison là et puis je me barre et je reviens. D'autant plus. Et bien du coup, alors là, 1,7 degrés, c'est déjà ça qui n'est pas trop habitable. 2 degrés, c'est là. Et 4 degrés, c'est là. Donc alors quand les politiciens nous expliquent qu'on peut vivre à 4 degrés, d'ailleurs c'est impossible parce que du coup on se barre là, là il n'y a plus de machin. Et comme je dis, rien que le gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère à 4 degrés, nos capacités cognitives sont diminuées par 2. Donc c'est mort. Donc il ne faut pas dépasser 2 degrés. Donc il faut faire gaffe à la bouffe quand même. Enfin du coup il y a une interaction avec tout ça. Voilà, et du coup la bouffe constitue notre organisme. Bon, ça carrément. Et du coup, mettre plein de compléments au long terme quand même, ou plein de machins, on ne sait pas trop ce que ça va donner, quoi. On pense que c'est pas génial pour la santé. Voilà, j'attaque. Il y a des questions par rapport à ça? Parce que j'ai fini sur le sujet. Mais je peux en discuter si vous voulez avec vous. Le problème est objectivement, réellement grave. Moi je suis un type, je suis né à Bordeaux, je suis normal, c'est juste que... Quand je suis tombé là-dessus en 2017, je me suis dit putain, je vais regarder quand même, c'est pas vrai. Et 5 ans plus tard, c'est carrément vrai, et puis je vous en fais des heures, et puis je vous explique. Du coup, il faut changer totalement, rapidement nos modes de vie, voilà. Et ça vaut le coup. Franchement, moi, je sais pas si je suis militant, mais j'essaie de secouer tout le monde. La preuve, là.
Et je sais même pas quoi faire. Là, je suis en train d'interviewer tous les scientifiques et tout, les grands, pour dire faut essayer de se bouger le cul pendant les JO. C'est pas tenable. Il faut clairement, voilà. Et comment, je sais pas trop. Il faut que j'en sais rien. Bref, donc je reprends le cours beaucoup plus normal. Les oligo-éléments. Alors ça, j'ai simplement repris la phrase qui est dans le livre de Xavier Bigard et Guézenec de Nutrition du sportif, qui résume bien les choses. Et c'est pas ma phrase, et on verra qu'on peut rentrer en détail. Du coup, je vais rentrer. Alors d'abord, je vais parler des compléments alimentaires. Après, je vais parler des troubles gastro-intestinaux. Alors à toute fin, il y a des trucs sur les probiotiques et tout, si vous voulez rentrer dans les détails. Du coup, les principaux oligo-éléments. Donc les oligo-éléments, en gros, ça va être les minéraux, vitamines. À l'exercice. Principalement, ce qui varie, c'est les antioxydants. Tous les autres, il n'y a aucune preuve qui permet de proposer des besoins ou des apports spécifiques chez le sportif. Le sportif, il n'a pas plus besoin d'autres choses. Il n'en dépense pas plus, il n'en a pas plus besoin. En gros, c'est comme dans la vie normale, quoi. Et ça, c'est vrai. Et bon, encore une fois, j'étais à l'INSEP et je disais ça. Il y avait plein de parents d'élèves qui disaient moi, mon médecin, il me dit le contraire. Mon médecin, il me file des vitamines. Voilà. Alors bon, je ne sais pas quelle est votre idée, mais c'est sûr, on peut les faire. Les vitamines du groupe B, il y en a plein, on n'en manque pas. Il n'y a pas de problème. Et voilà, je peux faire bien imbécile. Bon. La vitamine D, j'en ai un peu parlé. Il y a beaucoup de gens qui sont carencés en vitamine D. Ça a des récepteurs sur plein de tissus. Cerveau, prostate, sein, côlon, machin, etc. Actuellement, on était en train de découvrir que c'était extrêmement bénéfique pour plein de maladies. Donc des maladies cardiovasculaires, on dit ouais, les carencés en vitamine D, ils ont plein d'infarctus et du coup, en leur refilant de la vitamine D, ils en ont moins. Enfin, franchement, on dit ah ouais, mais pour de la vitamine D, purée, ça coûte rien et tout. Voilà. Parce que après, les pathologies musculaires, les pathologies auto-immunes, le diabète, les cancers, la prééclampsie, et du coup, on s'est dit waouh, faut en mettre plein de la vitamine D à tout le monde. Et on est toujours un peu là en médecine, on conseille beaucoup de supplémenter en vitamine D, franchement. En force musculaire, j'en avais parlé. Et au niveau musculaire, il y a vraiment un effet musculaire. Alors sur la sarcopénie, notamment chez le sujet âgé, ça marche extrêmement bien. Bien manger, faire de la muscu et rajouter de la vitamine D, c'est vraiment un truc qui marche bien. Et chez le sportif, on ne sait pas trop. Peut-être que ça joue sur la santé osseuse, enfin c'est la carence qui n'est pas bonne, et peut-être ça joue sur la fonction musculaire. Donc c'est ça, Maïder Salaberry, elle avait fait sa thèse dont je vous ai parlé, chez sportifs de haut niveau à La Réunion. Donc ça nous, non, c'est les sportifs de haut niveau que je suis là, qui font du hand, soit à la plaine des Cafres, enfin du hand, du judo, soit à Saint-Denis. Et du coup, on en a dosé, combien il y en avait à la fin? Bon voilà. Ça c'est l'effectif total. Voilà, il y avait dans les 80. Et du coup, il y en avait 9% qui avaient une insuffisance importante et la moitié qui avait une insuffisance modérée quand même. Chez des jeunes qui mangeaient bien, qui étaient en haut niveau et tout. Donc peut-être il y a une petite carence. Bon, alors est-ce qu'il faut supplémenter? Je ne sais pas. Le magnésium, alors on en parle énormément parce que ça intervient dans plein de réactions enzymatiques, dans plein de cellules, dans plein d'organes. Voilà, la régulation nerveuse, le cœur, la pression artérielle et tout. Quand on en manque, en effet, ça fait plein de symptômes, mais complètement spécifiques. Donc, vous avez entendu parler, mais fatigabilité, anxiété, crampes, contractures, palpitations, voilà. Donc, ce qui fait que souvent, on se retrouve, on dit ah ouais, tiens, j'ai un peu des crampes, on va prendre du magnésium. Tiens, je suis un peu fatigué, on va prendre du magnésium. Voilà. Et en pratique, sur l'étude Suimax, là, d'ailleurs, c'est une étude française, mais qui a plus d'une vingtaine d'années, ils avaient suivi énormément de monde pendant 10 ans. C'était la première grosse étude sur la nutrition dans des populations développées. Ils avaient montré quand même qu'il y avait des apports nutritionnels concernés qui n'étaient pas suffisants. Bon. Là-dedans, du coup, en fait, on conseille de ne pas manquer de magnésium. Donc voilà, les aliments riches en magnésium. Voilà. Donc, y a-t-il un intérêt à supplémenter? Voilà, à voir. Le calcium. Alors, quand on ne mange pas assez, notamment, il peut y avoir des carences en calcium. Donc, encore une fois, il faut avoir des apports en calcium suffisants.
Et puis on n'a pas tranché, donc on conseille des apports de calcium suffisants, qui est surtout qui joue sur la santé osseuse. Il n'y en a pas que dans le lait. Après, quel aliment en contient et quel taux et l'absorption, franchement, je ne suis pas nutritionniste, j'aurais envie de taper Internet. Mais oui, il n'y en a pas que dans le lait. Le produit laitier en contient du bon calcium biodisponible, donc c'est l'exemple qu'on prend. Il n'y en a vraiment pas que dans le lait. Bah, notamment si tu ne manges pas de produits laitiers, il n'y a pas de problème, tu vas avoir des apports en calcium suffisants. Et du coup, je ne pourrais pas trop te dire les aliments comme ça, je vais te dire des bêtises. Il faut regarder aliments calcium et le taux et la biodisponibilité. Ouais. C'est surtout la biodisponibilité qui Ouais. Enfin. Le fer. Eh bien, le fer, c'est ce qui sert à faire l'hémoglobine, et donc les globules rouges et le transport de l'oxygène. Voilà. La carence martiale est extrêmement importante, surtout chez la femme et surtout en sport d'endurance. Donc ça, c'est les pourcentages. Bah, ça passe pas très très bien. Ah, la carence en fer. Martial, c'est le adjectif de fer. Et du coup, par exemple, là, c'était quoi? Plein d'études qui ont été faites chez des sports d'endurance. Alors, sport d'endurance, cross-country, juste des femmes actives. Là, c'était plein de sports. Là, c'était des courses à pied d'endurance. Et le taux de carence martiale, vous voyez pas très bien, mais en gros, c'est de 20 à 50% quand même. Donc, chez les femmes, notamment en trail, vous aurez peut-être 20 à 50% de carence martiale. Alors, voilà. Donc, surtout les femmes en endurance. Sur la performance, c'est discutable. Est-ce que s'il n'y a pas d'anémie, donc de manque de globules rouges, mais qu'une carence en fer, ça diminue la performance un peu vite, mais on ne sait pas très bien. Ça, c'est à partir de quand il faut supplémenter. Clairement, alors d'ailleurs, les sportifs de haut niveau, de manière systématique, quand on est sur la liste de haut niveau, ils ont un examen clinique que je fais tous les ans, ou tous les 6 mois même, une mandelette urinaire, une mesure de masse grasse et une prise de sang tous les ans. Et dans la prise de sang, ils ont le fer et une numération formule sanguine. Globules rouges, globules blancs, plaquettes. Et en fait, c'est pas le fer qu'on dose, c'est le réticulocyte. Et c'est tout d'ailleurs, c'est les jeunes globules rouges qui se refont. Donc c'est le seul truc qu'on dose en gros. Pour pas passer à côté de ça, pour dire que c'est assez important. Et du coup, quand on a les dosages, je pourrais en parler aux médecins qui veulent interpréter la prise de sang, mais il y a des zones de carence, des zones d'insuffisance, et à partir de quand il faut supplémenter, donc voilà, c'est peut-être de 20 à 35. Du coup, la prise de sang, là, pour le coup, elle est intéressante, si je puis dire. La supplémentation orale, alors le gros truc, c'est que on privilégie toujours l'alimentation pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, parce que c'est peut-être mieux, etc. Quand on n'y arrive pas, on peut faire de la supplémentation orale. Le problème, c'est que quand on donne des bonnes doses, ça file des troubles gastro-intestinaux. Enfin, un haut pourcentage, on peut ne pas en avoir aucun, pas de problème. Du coup, si on est bien toléré, il ne faut pas faire peur aux gens. Parce qu'il y a pareil, il y aura un effet nocebo. On dit, je vous donne le truc, vous allez avoir trop mal au bide. En fait, ils ont trop mal au bide, ça c'est clair. Du coup, faut-il le dire ou pas le dire, on ne sait pas très bien, mais il y a quand même un gros pourcentage de fréquence de douleurs gastro-intestinales, et des fois, c'est pas du tout toléré. Du coup, encore une fois, là, pour le coup, ça vaut le coup d'aller voir des diététiciens qui vont... je vais pas les caricaturer en vous dire, il faut manger du boudin et du foie. Mais c'est un peu comme ça que... Voilà. Et du coup, il y a plein de techniques. Il faut que ce soit bien absorbé. Le fer animal est mieux absorbé que le fer végétal. Alors, des fois, on voit sur Internet, on peut être végétarien et du coup, il y a autant de fer dans tel végétal que dans tel animal. Ouais, mais alors ça, c'est nul comme argument parce que c'est faux déjà. Donc, on prend pour un débile. Alors, parce que c'est beaucoup moins bien absorbé. Et du coup, il en faut beaucoup plus pour en absorber autant. Et alors, ça traîne partout. Bon. Et après, il y a des techniques pour mieux l'absorber, ce fer dit végétal. Donc voilà, vitamine C. Après, il faut faire gaffe au café, au thé, plein de trucs un peu comme ça, des trucs astuces. Donc je vais juste voir si j'avais bien la diapo que je voulais, celle-là.
Bon, alors, c'est ça, les antioxydants, il y en a plein. Ça va être quoi? Le zinc, le sélénium, le cuivre, le manganèse, les vitamines A, C, E, les polyphénols, le glutathion, le coenzyme Q10, tout ça, c'est des antioxydants. C'est de l'oxydation, là, les électrons libres, pour ceux qui ont fait un terminal S, sur oxydoréduction. C'est un équilibre, encore une fois, on ne peut pas déséquilibrer les choses. Et c'est plein de chaînes d'oxydoréduction qui sont en équilibre. Du coup, si on apporte trop de l'un, ça va déséquilibrer le truc, ça va pas être bon. Donc déjà, c'est extrêmement compliqué de savoir combien il faut en apporter, à quel moment, etc. Bon. Mais en effet, on doit avoir un certain équilibre pour que le fonctionnement cellulaire fonctionne de manière optimale. Et du coup, si on en apporte trop d'un, ça peut être potentiellement toxique. Ça, c'est clair. Et quand on a trop de stress oxydant, on a plein de trucs dans nos organismes qui développent nos défenses antioxydantes. En gros, moins on en a, par exemple, c'est comme ça qu'un peu, si vous voulez, d'ailleurs, naissent un peu les cancers. Stress oxydant, mais c'est pas bon pour pollution, ensoleillement, les UV. Tout ça, ça favorise le stress antioxydant. Par contre, l'activité physique et sportive est bénéfique pour nos défenses antioxydatives, justement parce qu'avec l'activité physique, on va créer un stress oxydatif et nos défenses antioxydantes vont se développer. Et c'est pour ça qu'à la fin, faire du sport, on a moins de cancer, quoi. Donc on est plus jeune. Et pareil, les fruits et les aliments riches en antioxydants, si vous voulez, les fruits et légumes, grosso modo, vont être bénéfiques. C'est ce qu'on a vu. Et alors, quand est-ce qu'on supplémente? Eh bien, quand il faut. Du coup, quand on a trop de stress oxydant par rapport à nos défenses antioxydantes. Et c'est quand? Eh bien, on est obligé de tout corréler. Pollution, ensoleillement, nos défenses antioxydantes et notre stress d'activité physique. Et quand on pense qu'on en manque, eh bien, du coup, on pourrait supplémenter. Voilà. Et du coup, il ne faut surtout pas trop en prendre, surtout sur des périodes prolongées. Et ça a été extrêmement bien montré que de la supplémentation d'antioxydants sur des périodes prolongées ont des effets néfastes pour les défenses antioxydantes et du coup, à la fin, in fine, aboutit sur un taux de maladie, de cancer et de maladies cardiovasculaires, etc., qui est néfaste. Et clairement, pour les performances en sport, c'est pas bon. Ça, c'est sûr. Du coup, ça nous donne un peu des... Donc les antioxydants, c'est peut-être un peu bon pour les défenses cellulaires, le fonctionnement mitochondrial, la récupération. Mais par contre, ça peut avoir des effets néfastes aussi sur la fatigue. Ça peut aggraver la fatigue à court terme, les lésions musculaires et la récupération. Et du coup, l'article qui résume absolument tout, c'est à peu près ça. C'est les antioxydants, alors ça c'est les performances. Oui, c'est ça. Là, on ne fait pas du tout de sport. Et du coup, on a trop de stress oxydant. Là, on fait un peu de sport. Et du coup, c'est plutôt bénéfique. On a un peu de stress oxydant et c'est bénéfique. Et à un moment, on en fait carrément trop. Et du coup, c'est là où apporter peut-être des antioxydants peut être bénéfique. Donc soit parce qu'on ne fait rien, on est fumeur tabagique à Paris, on a plein de soleil et peut-être il en faudrait et on mange pas assez de fruits et légumes. Ou bien on fait énormément de sport. Donc voilà, par exemple, après un ultra, est-ce qu'il faut apporter des antioxydants? Ça se discute. C'est assez compliqué. Alors moi, je conseille jamais de rajouter des antioxydants. À la limite, s'il y a un bon diététicien qui fait vraiment des choses, ça peut se discuter. Mais là, en gros, d'ailleurs, on va à la pharmacie, on nous dit que c'est magique, on n'en prend que un, on ne sait pas s'il faut de la vitamine C, de la vitamine E, du coenzyme Q10 ou du machin ou du bidule. On vous dit, ouais, le coenzyme Q10, ça marche vachement bien parce que c'est plus cher. Plus ça marche, plus il y a d'effets placebo. On en prend n'importe quand, n'importe comment. Faut pas rêver, ça peut être aussi bénéfique que néfaste, voire servir à rien. Mais au long terme, alors par contre, vraiment en cure au long terme, c'est néfaste, hein, ça c'est sûr. Hein, ça c'est clair et net. Hein, c'est pas bon. Après, du coup, là, c'était les fruits et légumes dont je vous ai parlé, qui contient justement nos antioxydants. Et du coup, on a vu que c'était un peu bénéfique pour les douleurs musculaires en récupération. Ça, c'est là. Alors, sur les polyvitamines, on dit, ouais, on risque rien. Et au pire, on prend plein de vitamines. Et du coup, on va pas risquer grand-chose. Alors, justement, sur l'étude Suivimax, ils avaient pris plein de Français, ils les avaient suivis pendant 7 ans. Il n'y avait pas d'effet sur les cancers, la morbidité. C'était pas bénéfique, ni néfaste.
Après, là, dans un gros journal de sport, un gros journal, le JAMA scientifique, bon, ouais. Ils ont fait une méta-analyse sur 230 000 patients, voilà, sur 68 études. Avec plein, vitamine C, vitamine E, vitamine A, sélénium et tout. Alors on fait une moyenne, quand même, quand on fait une moyenne de tout ce qui a été fait dans les études, où ils essaient de pas trop tuer les gens quand même, il y a quand même une mortalité augmentée d'une dizaine de %. Donc la mortalité augmente avec ces supplémentations polyvitaminiques. Et bêta-carotène, vitamine A, vitamine E, c'était plus 5%. Voilà. Donc dire on risque rien, non, on risque pas rien. On risque pas rien. Alors ça dépend des sous-populations, mais il y a moyen d'être néfaste. Il y a moyen de tuer des gens, quoi. Ça c'est vrai, enfin voilà, c'est une méta-analyse, vous pouvez lire toutes les études, voilà, je peux que vous inviter à regarder, voilà. C'est juste qu'ils traînent dans la tête des gens, que dans le fond on risque rien. Sauf que si, on risque. Et après, la mortalité, c'était quoi? Bah, augmentation des cancers, maladies cardiovasculaires, tout type de maladies, ouais. Bah, le gros truc des sociétés développées, quoi. Ils ont pris plein, 68 études, alors du coup tu peux regarder, il y en a une en Australie, Et puis ils prennent des bonnes études, hein, ils prennent pas les premières qui traînent. Hein. Alors Nutra Endurance, j'ai vu 2 petites études. Bon, en fait ils ont fait alors c'est quoi? En 2006, 1200 km en 17 étapes. Bon voilà, je connaissais pas ça. Et du coup, dans les 4 semaines qui précèdent la course, il y a 9 coureurs qui ont consommé des vitamines. Il y en a 12 qui ont pris des suppléments minéraux. Et du coup, ça ne changeait rien à la performance. Bon, voilà. Après, la deuxième, c'est un triple Ironman. Donc, on fait un Ironman, on multiplie par 3. Du coup, ça nous fait 11 km de natation, 500 de vélo. Ça va nous faire combien d'heures de course, ça? Je sais pas, 30, 40. Comment? Trop? Trop? Alors justement, tu prends des vitamines pour aller mieux. Alors ça nous donne quoi les vitamines? Les athlètes ayant consommé des vitamines et des minéraux n'ont pas terminé la course plus vite. Bon, ça... Et en gros, j'avais dû faire du copier-coller des types qui étudient, et du coup je me permets pas là, mais je fais du copier-coller de la conclusion. La supplémentation chronique et quotidienne n'est pas recommandée, en raison de l'émoussement potentiel sur plusieurs aspects de l'adaptation physiologique induite par l'exercice. Notamment, vitamine C, vitamine E pourraient diminuer l'adaptation à l'entraînement. Certaines études ont montré une efficacité incontournable de la vitamine C pour la prévention des infections et le dommage oxydatif. Bon. Donc globalement, dire ouais, allez, on prend des vitamines, c'est bénéfique, moi non. C'est peut-être un peu néfaste, bon je dis pas que ça va vous tuer direct, hein. Enfin, après, moi je fais une simple revue de la littérature et puis je vous dis ce qu'il en est, hein. Je peux voilà. Ça j'avais abordé. Alors, c'est pour vous dire ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas marcher. Alors du coup, je vais faire les 5 compléments qui ont peut-être un intérêt, qui ont un intérêt en endurance. Vous faites une revue de la littérature et qu'est-ce qui marche en endurance, c'est ça. Enfin, qu'est-ce qui marche sur la récup là, parce que là, la créatine, c'est quand même pas... Du coup, on va voir ce que ça fait sur l'endurance. Sur la performance, sur des exercices courts, en fait, il y a le métabolisme anaérobie à lactique. En gros, on prend l'ATP et du coup, on le consomme, ça fait de l'ADP et il se retransforme en ATP avec la phosphocréatine. Et ça dure quelques secondes. Et du coup, si on rajoute de la créatine, on aura plus de stock de phosphocréatine et sur des efforts répétés, on aura moins d'épuisement de ce métabolisme anaérobie lactique et du coup, on aura une meilleure performance sur des efforts répétés de moins de 10 secondes. Okay, donc ça marche un peu. Voilà, si on fait de la muscu et on aura un peu plus de force, un peu plus de masse grasse, etc. Les protocoles, si vous amusez à regarder, c'est un peu ça qui peut peut-être marcher. Des effets indésirables, en fait, on augmente la masse corporelle et notamment de l'eau. On augmente beaucoup parce que du coup, on a plus d'eau dans l'organisme aussi en mangeant de la créatine. Bon, voilà. Alors, en endurance, ça nous donne quoi? Quand même, ça améliore la resynthèse et les réserves de glycogène dont on a parlé un petit peu. Ça diminue l'inflammation et le stress oxydatif. Ça favorise la biogénèse mitochondriale, donc ça c'est... Voilà. Ça augmente la masse corporelle, du coup on est plus lourd, donc ça c'est peut-être pas cool. Ça augmente le temps jusqu'à l'épuisement, ça a été montré, mais sûrement par l'augmentation des capacités aérobies. Parce que l'endurance, en gros, si vous voulez, c'est un 10 km. À la fin on sprint, et du coup si on gagne 2 secondes, on gagne 2 secondes, parce qu'à la fin voilà. Mais c'est vraiment de l'anaérobie, voilà.
Et du coup, après, au niveau des perfs, est-ce que ça marche pas? En ce qui concerne les performances sans contre-la-montre, donc voilà, ça va être de 10 minutes à 1 heure, quoi, faisait contre-la-montre dans ces sports-là, les résultats divergent. Et surtout, la supplémentation, ce qui est logique, semble plus efficace pour l'amélioration des performances requérant de multiples poussées d'intensité ou pendant les sprints finaux. Donc c'est ça, si à la fin, Tour de France, on sprint comme un taré, le sprinter du Tour de France, peut-être, voilà. Mais en dehors de ça, en endurance, en gros, pour un grand raid, ça rien de prendre... Mais du coup, parce que là, ce qui est montré, c'est que la créatine, ça améliore quand même des performances en force. Et du coup, nous, ce qu'on voyait par ailleurs, c'était que la force, ça avait un effet aussi sur les performances en endurance. Ouais. Du coup, là, ce que ça mesure, c'est un effet direct de la créatine sur l'endurance. Ou est-ce que ça mesure aussi le fait que la force améliore l'endurance aussi d'une certaine manière, et donc du coup, la créatine peut être intéressante. Je ne sais pas si je suis très clair. Ouais, en fait, ça te dit que c'est valable, mais pour des efforts de 10 à 15 secondes. Oui, mais du coup, si ça améliore ta capacité à prendre de la force, et que la force améliore ça a un effet sur ta performance d'endurance. Oui, mais cliniquement, non. C'est difficile à mesurer. Oui, c'est ça, c'est que si tu veux, ça peut marcher, sauf que quand on les a mesurés avec toutes les études qu'on a faites, on ne retrouve pas de différence. C'est-à-dire que théoriquement, oui, mais en pratique, non. Mais est-ce qu'on aura fait et de la force et de l'endurance? Oui, ça, c'est les sportifs de haut niveau, ils font un entraînement comme champion de 10 km, champion de kayak, champion de machin, les gars, ils s'entraînent 4 à 8 heures par jour. Ouais, Du coup, en kayak, je sais pas ce qu'ils font, les pros, mais ils font de la muscu. Ouais, c'est bon, ils font. Les nageurs, ils font de la muscu, ils font du rééquilibrage, ils font de l'endurance, ils font tout ça. Et on leur a filé des protocoles en essayant de faire en sorte que ça marche. Et du coup, on leur file de la créatine pendant, il y a plein de protocoles, 2 semaines, 1 mois, en gros, ça va être ça, quelques jours ou quelques semaines. Et du coup, s'ils font de la force, on va voir que ça augmente en force. Mais si après, on leur fait des tests, encore une fois, il y a plein d'études, et en fait, en effet, par exemple, peut-être en rameur, là, tac, 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 il y en a un, boum, il y a une étude, on va montrer que chez 10 rameurs, à la fin, quand ils ont sprinté, ils ont gagné 1 seconde, parce qu'ils ont gagné en force. Mais clairement, sur les trucs d'endurance, oui, théoriquement, ça va améliorer l'économie de course. Mais c'est pas la créatine qui va... bon. Tu peux partir cette hypothèse, mais en pratique, ça va pas changer grand-chose. L'effet est trop minime. Donc théoriquement, oui, en pratique clinique, non. Et en pratique, par exemple, nous, à notre niveau, ou même au très plus haut niveau, foutre de la créatine, du Kylian Jornet au type qui va être finisher du Grand Raid, ça ne changera rien. Fais de la muscu tout court, de la bonne muscu, mange et dors, et voilà, là, ça ne va pas changer grand-chose. Non, ça améliore ton stock, ça améliore ton stock de phosphocréatine. Donc de toute façon, ça ne va pas améliorer ta force, ça va améliorer ta force après un enchaînement de répétitions. C'est ta capacité à répéter. Au lieu de faire 7 séries à tant de force, tu vas la faire la 8e. Donc en gros, bon, tu peux, hein, si tu suis le plus grand sportif de haut niveau, machin, et tu veux qu'il finisse surtout je te dis, Froome, il veut sprinter, bon, tu fais ce que tu veux des trucs. Mais bon. C'est plus sur la liste des produits de bande. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Il n'y a pas de problème pour la santé, il n'y a aucun risque. J'ai beaucoup de questions à des mamans qui disent « Putain, mon bébé, il prend de la créatine, il va mourir. » Bon, alors, les ados, plus ils prennent de compléments, plus à la fin, ils vont se doper. Il y a une corrélation. Donc, à un moment, moi qui essaie de vulgariser 2-3 notions avec le dopage, les conduites dopantes au Krebs, ils disent non, les compléments, c'est du dopage. Alors du coup, quand je leur dis non, mais les produits autorisés, interdits, ils disent c'est autorisé, c'est interdit, c'est du dopage, c'est du dopage, ils ne comprennent plus rien. Du coup, je dis mais dites qu'il ne faut pas, mais dites pas que c'est du dopage, parce que sinon ils ne comprennent plus rien. Parce que moi, je leur dis, eux, ils se font choper parce que ils vont voir le médecin ils ne savent pas ce que c'est le dopage ou pas le dopage, et c'est normal. Et du coup, ils sont malades, ils ont la sinusite, ils bouffent des corticoïdes parce qu'ils ont la sinusite, ils se font contrôler, et ils se font contrôler positif, et ils sont dopés. Et j'essaie de leur dire, faites gaffe aux médocs. Et je vois les parents, parce qu'ils sont responsables de tout ce qu'il y a dans l'organisme. Du coup, le petit jeune, même s'il a 12 ans, il se fait contrôler, il y a des corticoïdes, il est dopé, c'est la définition. Il est responsable de tout ce qu'il y a dans l'organisme. Du coup, il a intérêt à faire gaffe, quoi. Et quand on lui explique que tous les compléments sont du dopage, il vaut mieux pas que les ados, pour la santé publique, comprennent. Parce que après, ça donne l'impression, ça a été bien montré, il y a clairement une corrélation entre on met les jeunes aux compléments alimentaires et à l'adulte, ils prennent beaucoup plus de compléments et notamment beaucoup plus de dopage important. Ouais. C'est bon. Du coup, mais par contre, il n'y a pas de risque pour la santé. Il n'y a pas de risque pour le rein, il n'y a pas de risque. Voilà.
Après, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils appellent créatine, des fois testostérone. Ils disent vitamine, testostérone. Moi, je prends des protéines. Alors, dans les protéines, il y a le testostérone, des hormones de croissance, de la caféine, du machin, et puis des amphètes et tout. C'est pas des protéines. C'est comme le Tour de France. Il dit, ouais, je prends des vitamines. Sauf que dedans, il y a de l'EPO, il y a des corticoïdes, des machins. C'est pas des vitamines. Ouais, le doc, il m'a foutu des vitamines. Mais pas là, parce que ça marche pas, il paraît par la bouche. Mais il me dit pas, je sais pas. Alors du coup voilà, donc c'est sûr que les protéines en mode c'est de la testostérone, c'est pas pareil, c'est pas le même problème. Et du coup, et c'est ça, et du coup, bon, c'est le bazar. Les BCA, on en a un peu parlé. J'avais parlé un peu de la fatigue centrale, et c'est pour ça qu'on en parlait aussi. C'est qu'en fait, il y a ce schéma qui est assez intéressant, vous allez comprendre. Ça, c'est du gras qu'il y a dans notre corps. Comme on fait plein du sport et du trail et tout, on fait des acides gras parce que vous aviez vu qu'on fait de la lipolyse et du coup on fait des acides gras. Les acides gras libres là, ils se fixent dans le sang, c'est pas hydrosoluble, ça peut pas aller, on met de l'huile et de l'eau, et l'huile elle est au-dessus, elle se mélange pas bien, si on faut bouger, et ça marche pas. Et du coup dans notre sang ça marche pas, et du coup il se fixe sur l'albumine. Il se fixe sur l'albumine, il est dans notre sang. Du coup nos acides gras libres ils sont sur l'albumine, ok. Et du coup, le tryptophane, il allait aussi sur l'albumine. Et du coup, lui, il se vire de l'albumine, il n'y a plus de place. Du coup, il y a du tryptophane libre. Et le tryptophane, il augmente la sérotonine, parce que le tryptophane, il se pointe dans le cerveau. Du coup, il y a plus de tryptophane, il se pointe dans le cerveau. Ça augmente la sérotonine, même si c'est un peu l'hormone du bonheur. Quand même, la sérotonine, c'est associé en cours de l'endurance à une léthargie, à une somnolence, à une baisse de la motivation, enfin un truc qui s'assimile à la fatigue. Et du coup, si on apporte des BCA qui vont sur le même transporteur au niveau de la barrière hémato-encéphalique, pour atteindre le cerveau, que le tryptophane, on prend des BCA, du coup le tryptophane il reste dans le sang, et du coup il n'y a pas d'augmentation de la sérotonine. Du coup ça empêche l'augmentation de la sérotonine, et c'est pour ça qu'apporter des BCA, c'est pour ça qu'on dit que ça peut diminuer la fatigue centrale. Ça vous entendrez parler en trader, ouais c'est bien, ça diminue machin. La fatigue centrale, alors c'est pareil, il y a aussi la théorie du gouverneur central, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est encore plus compliqué, mais bon là c'est un schéma, allez on peut simplifier si vous voulez. Ça c'est le système périphérique, en gros les muscles, donc la fatigue musculaire. Voilà, ils mettent le pH, l'inflammation, la destruction musculaire, et du coup l'hydratation, l'oxygénation, le glycogène, les douleurs, et là, le muscle quand il est pété il est fatigué, ok ça on comprend bien. Et après alors ça c'est la fatigue nerveuse centrale, elle est là. Avec la sérotonine, la dopamine, on dit c'est l'hormone du plaisir là. C'est sexe, sucre, gloire, réseaux sociaux, c'est tout dopamine. Et du coup c'est comme ça qu'on a dit quand on a trop de dopamine, c'est toujours le même système de récompense. Donc quand on est addict à quelque chose ou quand on a et du coup, le système nerveux central, c'est sérotonine. C'est un peu, quand on est dépressif, par exemple, on a moins de sérotonine. Et puis d'autres trucs. Et du coup, c'est le système nerveux central. Et du coup, là, la musique, les placebos, l'expérience personnelle, la fatigue, etc., tout ça, ça joue. C'est des techniques de coaching mental, là, je ne sais pas si vous avez des cours. Et le gouverneur central, c'est pas le système nerveux central. C'est un truc au-dessus, c'est nous, quoi. C'est qui dit oh, ok, j'ai une fatigue centrale, j'ai une fatigue périphérique. Et du coup, avec tout ça, j'oscille pour continuer ou pas continuer. C'est ça le truc du gouverneur central. Voilà, pour essayer de vulgariser un truc assez compliqué, parce qu'on en parle dans le milieu du trail. La glutamine. Ah oui, j'ai pas fini sur les compléments, je vais me faire les 5. La glutamine, ça agit sur plein d'organes. Le cerveau, le rein, l'intestin, le muscle, etc. Bon, à la fin, pour essayer de faire simple, j'ai encore une fois pris la conclusion d'une méta-analyse 2019. Voilà, que j'ai traduit en français. Donc ça semble augmenter la synthèse du glycogène. Mais bon, ça semble augmenter. Voilà. Ça atténue les marqueurs de dommages musculaires. Par exemple les CPK, mais pas vraiment les douleurs musculaires. Clairement, ça a des effets limités sur la performance physique. Il ne faut pas rêver, vous ne serez pas meilleur. Et peut-être que si on l'associe à autre chose, ça peut être un peu bénéfique. Bon. Donc c'est quand même discutable. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, ça diminue. C'est un acide aminé pas essentiel, mais pour lequel on peut manquer. Et du coup, plus on est carencé en glutamine, plus on a de déficit immunitaire, et ça empêcherait ce déficit immunitaire.
C'est pour ça que des fois on dit que prenez de la glutamine, vous aurez moins d'infections. Il n'y a pas de bonnes études qui prouvent le truc, mais peut-être un peu. Voilà. La caféine, bon, c'est dans le café, c'est dans le thé, c'est dans les compléments, etc. Bon, alors ça, il y a des années d'études en sciences du sport pour montrer que quand on prend de la caféine, maintenant on a bien le dosage, c'est 3 à 6 mg kilo. Donc par exemple, allez, un café pas trop dosé, c'est 150 mg de caféine. Plus dosé, c'est 250 mg. Je crois que 100 ml de cola, c'est 33. Du coup, si on fait 500 ml de coca, c'est 150 mg. Du coup, si on pèse 50 kg, et 3 mg kilo, c'est 150 mg. Du coup, il faut 1 ou 2 ou 3 cafés, et puis, par exemple, 1,5 litre de soda qui contient le... Et du coup, c'est à peu près ça. 3 à 6 mg kilo, si vous voulez, ça marche. Plus de 9 mg kilo, c'est sûr, ça donne beaucoup plus d'effets indésirables, et ça améliore pas les trucs. Ça améliorerait quoi? La vigilance, ça c'est clair, l'attention. Ça retarde le seuil de fatigue. Alors, après, ça peut avoir une accoutumance, voire de la dépendance, des troubles du comportement. Je ne sais pas si vous êtes arrivé ou vous connaissez des gens qui ont pris 10 cafés à la fin, on est assez irritable. Alors, des grosses variations interindividuelles. Ça, c'est des moyennes. Il y a un peu moins de 10% de non-répondeurs. Ils prennent du café, ils ont des troubles gastro-intestinaux, aucune augmentation de la performance, ils ne tolèrent pas du tout, voilà, ça ne marche pas. Il y a des répondeurs lents et des répondeurs rapides, enfin, il y a beaucoup de choses différentes. Bon. Du coup, on peut un peu tester. Ça peut augmenter l'anxiété, ce qui peut être pas génial. Ça augmente la température corporelle de 1,5 à 1 degré. Encore une fois, si Nicolas vous a fait le truc, augmenter de 1,5 ou 1 degré la température corporelle, c'est extrêmement discutable. C'est diurétique, du coup on perd du calcium, du magnésium, du sodium et du chlore. Et au niveau cardiovasculaire, c'est ce qu'il faisait dire aux médecins il y a une dizaine d'années. Ouh là là, tu vas avoir des troubles du rythme, mais alors quand tu as un trouble du rythme ou quand tu es cardiaque, il ne faut pas prendre de café. On est revenu là-dessus, il n'y a pas de gros risques. Et ça peut filer des troubles gastro-intestinaux, ça c'est clair. Oh j'ai écrit ça d'ailleurs moi. Alors du coup j'avais écrit quoi? Que ça marche, mais qu'en ultra trail, alors déjà ça peut perturber le sommeil, et alors on a vu comme c'était bénéfique, et du coup après 12 heures, après midi, ça peut impacter le sommeil de manière négative, donc il faut quand même faire gaffe à tout ça. Après ça chauffe, ça peut déshydrater, ça peut filer des troubles électroélectriques, ça augmente la température corporelle. Et alors du coup, quand on fait du trail, c'est quand même extrêmement discutable. C'est clair que ça ne file pas de maladie cardiovasculaire, on est d'accord, mais parce que en fait tout le monde, enfin je ne sais pas si vous savez, mais tout le milieu sportif dit la caféine ça marche et ça améliore les performances. Et du coup en ultra trail, tous les chercheurs et les scientifiques défendent mordicus que ça marche, que ça augmente les performances. Et dans ce cadre où tout le monde dit que ça marche, en effet je disais ouais mais alors à la chaleur on chauffe et faites un peu gaffe. Franchement, ça marche, mais pour des trucs de moins d'1 heure, et du coup, quand on est en ultra, avec tout le bazar physiologique que ça donne, en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Au niveau cardiovasculaire, on a vu tous les désordres que ça pouvait donner, etc. Au niveau de la contraction musculaire, au niveau des troubles gastro-intestinaux, au niveau du risque de crampe, enfin, tout ça, ça joue. De manière bénéfique ou néfaste, on ne sait pas trop. Du coup, si on dit, ouais, la café, ça marche, on chope des crampes, des troubles gastro-intestinaux, en fait, et qu'on vomit, c'est quand même vachement discutable. C'est pareil, on va dire, ouais, bon, ok, alors le jour, ok, il fait chaud, mais la nuit, non, c'est bon, vas-y, parce que sinon, on va dormir. Est-ce qu'on va dormir vraiment la nuit? Ça se discute. Est-ce que du coup, il vaut mieux pas faire une sieste et pas prendre de café? On a pareil le même bazar cardiovasculaire, gastro-intestinal et tout. Je dis juste, vous précipitez pas sur le café en disant que ça marche, quoi. Bon, ça, c'est ce que je dis. Bon, voilà. Qu'est-ce que dit la Société internationale de nutrition? La caféine est un stimulant puissant qui peut être bénéfique pendant la course, particulièrement dans les dernières étapes des épreuves longues, lorsque le manque de sommeil peut atténuer la performance et compromettre la sécurité. Voilà. Le reste, les esters, les trucs à chaîne moyenne, les vitamines, il faut faire de la recherche. Il ne faut pas prendre d'AINS. Voilà, et eux ils disent que les analgésiques peuvent soulager efficacement la douleur, mais une utilisation prudente est conseillée afin d'éviter de masquer par une erreur de symptômes graves. Bon. Est-ce qu'il peut avoir un effet sur la prévention du sommeil? C'est-à-dire que sur la diam, l'année dernière, on m'avait dit prends un gel de caféine tout de suite dans la nuit à 2-3 heures du matin, alors qu'il n'y avait pas encore les effets de la fatigue, qu'on est boosté encore avec le truc. Mais est-ce que ça valait le coup de le prendre au début? Attends, ils t'ont dit à 3 degrés. Alors, les gels, il faut au moins 3 mg kg pour être efficace. Et les gels, c'est ça qui me dit.
regarde le nombre de milligrammes. Bon, le gel caféine, pas caféine, il y en a qui coûte plus cher que l'autre. Enfin, un pot de café de 400 mg comme ça en poudre, premier prix, ça coûte 2 €. C'est de la caféine, point barre. Donc déjà, le gel caféiné, enfin, tu payes cher un truc. Prends café, c'est café. Bon. Et après, on t'avait dit quoi On avait dit de le prendre dès le début de la nuit à 2-3 heures du matin sur la première nuit, là, de la nuit à jeudi à vendredi. Pour, Juste au cas où il s'endormirait. Pour pas dormir. bah, en prévention, c'est pour ça que je demande du coup. Ah, pour pas dormir, ouais. Ouais, en prévention quoi. Ouais, pour pas dormir. En gros, t'auras un effet dans les 6 à 12 heures qui suivent, ça va empêcher un peu de dormir. Après, quand ça va arrêter de fonctionner, pouf, tu vas réaccumuler, tu vas revenir au niveau comme si tu n'en avais pas pris. Mais ça t'empêche de dormir, ça favorise la vigilance. Du coup, si tu avais envie de dormir et tu veux pas dormir, ouais, tu peux prendre du café. Oui, mais j'allais dire, du coup, sur cette première nuit, c'est pas nécessaire, sachant qu'on est boosté par l'événement, l'adrénaline. Moi, j'ai vu des gens qui dorment à Domaine Avidote. Ouais, mais il y a des types qui sont fatigués à Domaine Avidote, ils dorment. Oui, c'est ouais, Est-ce qu'il faut bon. Bah oui, t'en avais ton niveau de c'est parce que t'as traîné. Faut charger. Après, si tu as déjà fait plein de grands raids, tu sais que tu vas pas dormir, il n'y a pas besoin, tu es déjà méga stressé, et en plus tu as un peu de troubles gastro-intestinaux et tu as des crampes, j'aurais dit non mais tu es déjà stressé, te stresse pas encore plus, tu vas être carrément anxieux, tu pas besoin de pas dormir, c'est bon, le stress ça va passer, et puis tu que le début, voilà. Si tu es plutôt en mode, mais moi je dors toutes les heures, je dors 1 heure. Et que t'as pas de crampes, t'as pas de troubles gastro-intestinaux, et que tu veux te shooter au café. Mais alors vraiment respecte les doses encore. Alors en plus c'est des doses qui sont pas faites en ultra, hein, parce qu'il y a des grosses variations hydroélectrolytiques, on sait pas du tout ce que ça donne. C'est ça le truc, c'est qu'en fait il y a d'énormes variations, du coup on n'a pas fait d'études. Du coup on sait pas, hein. Parce que là je te dis 6 à 12 heures, mais ça va par le rein. C'est pour combien de milligrammes 3 à 6 mg kilo. Donc en fait, on n'en sait rien quand même. Hein. On n'en sait rien. Donc je vais finir comme tous les chercheurs, je vais dire il faut faire des études quoi. En ultra. Alors les nitrates, mais c'est pareil, parce que tout ça, ça a été étudié sur des trucs de moins de 6 heures quoi. Il n'y a pas d'études en ultra. Et du coup on dit ouais, comme ça marche sur un marathon, donc ça marche en ultra. Je dis de faire attention à ce qu'on dit. Les nitrates, mais c'est pareil, parce que là on va dire ouais ça marche. Hein. Les nitrates, c'est bon alors par exemple des aliments riches en nitrates, c'est les épinards, les roquettes, et des fois c'est le betterave qui est le plus populaire. Des fois on fait 2 à 3 heures après et on boit à peu près un demi-litre. Ça marche plutôt pas pour les élites, plutôt pour les moins forts que 60 mg/kg. Ça peut donner aussi des troubles gastro-intestinaux. Et du coup, il y a une efficacité théorique pour montrer sur les fibres musculaires d'endurance, la mitochondrie et des phénomènes vasculaires. Des fois, on dit que c'est vrai, c'est vasodilatateur, c'est comme ça qu'on le résume. Et du coup, il y a des effets montrés pour des intensités sous-maximales prolongées et pour des hautes intensités de courte durée. Donc vous voyez, sur des méta-analyses, on nous donne 1 à 3% pour des exercices de moins de 40 minutes, 3 à 5% pour des exercices de 12 à 40 minutes. Donc c'est plusieurs dizaines de minutes. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est Guillaume là qui prenait du jus de betterave, parce que s'il y a un truc pas bête à faire, ce serait peut-être ça. Le bicarbonate de sodium, c'est alcalin. Ça, on en voit. C'est pas très compliqué à comprendre, même si j'ai mis plein de schémas pour faire croire que c'est méga compliqué. Là, il y a le muscle, et du coup, il y a de l'acidité dans le muscle, notamment et du coup, l'acidité, elle passe dans le sang. Et donc, si on mange du bicarbonate, donc de l'alcalin, le sang, il est alcalin, la cellule sanguine, elle est alcaline, ou en tout cas, elle est moins acide, et si elle est moins acide, elle fonctionne mieux. Qu'est-ce qui rend acide ? Et bien, en fait, c'est les fonctionnements anaérobie lactique. Donc voilà, là c'est anaérobie lactique, on a parlé, c'est l'ATP phosphocréatine. Anaérobie lactique, c'est qu'on prend du glucose, on le transforme en acide lactique et plein d'autres acides. Et le truc aérobie, c'est dans la mitochondrie, ça ne fait pas d'acide. Du coup, ça marcherait plutôt pour. Et du coup, les anaérobies lactiques, c'est 1 à 10 minutes d'effort. Donc c'est ce qu'on se trouve dans les études. C'est plutôt pour des exercices
Donc il montre, ça améliore les performances, combat, boxe, judo, karaté, taekwondo, course à pied, natation de haute intensité. Donc voilà, entre 30 secondes à 12 minutes. Donc voilà, c'est plutôt ça. Alors le truc, c'est que clairement, ça file un gros pourcentage de troubles gastro-intestinaux très important. Ça fait clairement mal au bide. Alors, dans plus de 30 minutes, il y a une seule étude que j'ai ressortie pour le cours. Mais il n'y en a qu'une seule. La puissance moyenne avait été augmentée. C'était sur une course de vélo en 1 heure. Et alors, du coup, pour diminuer les troubles gastro-intestinaux, il faut un repas riche en glucides, plutôt du citrate de sodium qui serait alcalin, où on divise les doses. Voilà, et puis après, bon, si vous aimez dire qu'est-ce qui marche et comment je peux me débrouiller pour mélanger tous les compléments et puis mieux me débrouiller, ils ont bicarbonate plus créatine plus bêta, effet additif et caféine nitrate. Voilà, ils mélangent dans les études pour voir si ça marche pas mieux, pas moins bien. Voilà pour le bicarbonate de sodium. La bêta-alanine, c'est le même, c'est toujours dans le mécanisme anaérobie lactique. La bêta-alanine, ça se transforme en carnosine à la fin, c'est le truc avant la carnosine. Du coup, on en mange, et du coup, à la fin, on a de la carnosine. La carnosine, c'est un truc qu'il y a dans le muscle et qui a un pouvoir tampon lui-même. Donc, il y a de la carnosine, et plus il y a de carnosine, plus ça fait tampon dans le muscle, donc les H+, boum, il se fixe sur la carnosine, et du coup, on est moins acide dans le muscle. Du coup, si on prend de la bêta-alanine, c'est pour ça qu'on fait. Donc, encore une fois, alors, je ne sais pas si vous en avez déjà mangé ou pas, mais ça fait des paresthésies, des picotements. Ça chauffe, ça fait des pics. Voilà, du coup, on les prévient. Mais par contre, alors, l'effet placebo, plus c'est rouge, plus ça se voit, plus ça diapère, plus c'est un effet placebo. Donc, si vous voulez vous en servir en effet placebo, ça va picoter, on va dire ouais, putain, c'est méga truc, ça marche à mort. Et bien, du coup, là, il y aura un bon effet placebo. Ouais. Et du coup, les lésions s'accumulent dans le sang, l'acidité entraîne de la fatigue. Voilà, je cherche le mot. La bêta-alanine est précurseur de la carnosine, ça tamponne les H+, et du coup, ça améliore les effets à court terme pendant quelques minutes en fait. Ouais, j'ai pas mis toute l'amélioration des performances. Faible bénéfice, 0,2 à 3% durant des exercices intermittents de 30 secondes à 10 minutes. Ok, c'est logique. Donc c'est plutôt pas trop là. Alors, est-ce qu'on mange de la nourriture ou des compléments? La caféine, qu'on prenne du café ou des compléments, ça revient au même. Les nitrates, qu'on prenne du jus de betterave ou des compléments, ça revient au même. Par contre, la créatine, on n'arrivera pas à manger. Il y en a assez de viande, parce qu'en plus, on va tuer la planète. Donc il faut pas. Les aliments sont inférieurs aux compléments. La bêta-alanine et le bicarbonate aussi, on n'y arrivera pas avec des aliments normaux. Donc là, c'est encore plein de méta-analyses pour vous remontrer que j'ai fait le tour de la question. En endurance, ça c'est ce qui marche en vert. Caféine, glucides, de l'eau et du sucre. La bêta-analine, le jus de betterave, le bicarbonate et les antioxydants. Et là, on ne sait pas trop. Pour la force, protéines et créatine. Et pour la santé, peut-être les probiotiques, c'est la fin du cours, les électrolytes et la vitamine D. Bon, voilà. Donc on a fait le tour. En endurance, ça c'était en endurance. Ça c'est le niveau de preuve. Bon, niveau de preuve 2 et 3 c'était le max. 1 c'est bon, niveau de preuve. Ça peut se rediscuter. Donc bicarbonate et bêta-alanine, donc c'est pour le pH. Okay. Les nitrates, plutôt en endurance. La caféine, ça diminue la fatigue et ça augmente la durée de l'effort maximal. La créatine, c'est en endurance, ils mettent quoi? Et les antioxydants, là ils mettent attention, Ils disent de faire attention. Bon, voilà. Du coup, on a fait un peu le tour de la question. Pour les compléments, et j'ai fini sur les compléments alimentaires d'ailleurs. Vous avez des questions particulières pour ça? Oui, sur la créatine, il n'y a pas de problème avec le dopage? Non, c'est pas un produit dopant, c'est pas sur la liste des produits interdits. Il n'y a pas de risque pour la santé. Ils considèrent du coup que c'est pas contraire à l'éthique sportive. Et est-ce que ça améliore les performances? Je viens d'en parler. Donc c'est pas sur la liste des produits dopants.
Parce qu'il faut 3, ah oui, je vous ai dit, il faut 2 des 3 critères suivants. Pas bon pour la santé, augmente les performances, au contraire à l'éthique sportive. Du coup, ils considèrent que c'est pas dangereux pour la santé. Ça augmente les performances, je ne sais pas comment ils considèrent les choses. Et ils considèrent que c'est pas contraire à l'éthique sportive. Du coup, ils disent c'est pas voilà. Alors, du coup, pendant le Grand Raid, moi j'avais dirigé la thèse, la Noémie Pardet, elle a pris les plus de 1000 trailers ou ultra trailers. Comment? Ah, pardon. Je voulais savoir juste ton avis sur ce que tu penses de la spiruline, de la phycocyaline surtout. De la phycocyaline. Pour les antioxydants? Savoir surtout, parce que souvent on vend le bénéfice de la spiruline, où ils disent un peu, ils mettent en avant justement les composants phycocyaline. Est-ce qu'il y a un réel intérêt pour un athlète de prendre ça? Je sais que c'est hyper à la mode, mais... D'ailleurs, la thèse d'Anthony Kishine, on a fini sur le sommeil, mais ça, je me souviens bien, c'était... Du coup, c'est un interne, et il faisait du trail, il était motivé, il dit, je vais faire un truc sur le trail. Il dit, je veux voir si de la spiruline, ça marche ou pas. On s'est dit, bon, allez, il y a un sujet parce que dedans, il y a du fer, dedans, il y a du truc... Mais déjà, on s'est dit, de toute façon, le gros truc, il va nous falloir une prise de sang. Donc, on a abandonné le truc, parce que nous, au niveau éthique, c'est compliqué, ça nous coûte des sous. Et puis après, on a dit, alors du coup, il faut bouffer combien de spiruline pour avoir du fer? On s'est dit, il faut bouffer des tonnes de spiruline pour avoir ce qu'il faut, quoi. Et après, on a regardé chacun des éléments dans le spiruline pour se dire, mais c'est incroyable, il y a rien. Alors, du coup, on s'est dit, il faut bouffer. Alors, les types, on s'est dit, mais il faut bouffer 300 grammes par jour, ou même plus. Voilà, et du coup, là, avec les doses qu'on donne et le prix qu'on donne, moi, la spiruline, au début, et c'était intéressant, j'avais cette notion qui est vraie, et du coup, je trouvais ça bien au début. Parce qu'en fait, ça pousse quand il n'y a pas d'eau, ça va être le cas, là, et pas que dans les pays sous-développés, partout sur la planète. Il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus rien et tout. Et du coup, quand il n'y a plus d'eau et tout, tu fous des graines et ça pousse. Et dans la spiruline, en effet, il y a plein de trucs cool. Il y a des acides aminés pas spécialement essentiels, mais je viens d'insister sur la BCA parce que les autres, on s'en fout un peu. C'est des acides aminés qui sont pas essentiels. On dit, c'est cool, ça contient des acides aminés. Voilà, c'est cool, mais même tous les végétaux, ils contiennent des acides aminés. Et justement, les animaux, ils contiennent des acides aminés qui sont bien supérieurs. Donc arrêtez de faire de la pub pour un truc qui contient pas de bons acides aminés. Bon, ça contient plein de vitamines. On vient d'en parler. Ouais, mais tu bouffes une pomme, un poivron et puis une pomme de terre. Il y a des vitamines B, il y a des et tu rajoutes une orange et du coup oui, il y aura de la vitamine C. Donc tant mieux s'il y a un peu tout. Et à la fin, ils nous rajoutent des antioxydants. Bah ouais, mais bon, j'allais dire à la fin, bouffe des fruits et légumes quoi. Mais le fer, il n'y a pas grand-chose. Regarde combien il faut bouffer de fer et combien il y a dedans, et voilà. Et alors là, je vois tous les revendeurs. Bon, alors quand je dis ça, c'est sûr que les pauvres revendeurs, ils me tombent dessus. Ça, je suis malheureux pour eux. Et je préfère largement, en plus, qu'on tombe dans la mode de la spiruline que la mode du McDo. La preuve, au JO, il y aura Coca. Je parle parce que justement, j'ai la personne qui vend la spiruline à la Réunion. Ouais, nature. Et tous les sportifs, et même des médecins très bons sportifs, ils te disent qu'ils mangent la spiruline et plutôt qu'il y avait des ailes qui leur ont poussé dans le dos. Il me dit, ouais, mais j'ai vraiment les ailes qui ont poussé, quoi. Bah ouais, j'ai pas d'avis. Enfin si, mon avis, c'est que ça marche pas. Bon. Là, il y a une étude qui était... Mais bon, les études il y a des études qui ont été faites, mais on n'arrive pas à les faire parler, franchement. On peut leur faire dire ça marche et on peut leur faire dire ça marche pas. Il y a des études qui ont montré une amélioration non significative des performances. Donc tu peux dire c'est non significatif, donc ça marche, on en donnerait plus, on ferait plus de voilà. Et on peut dire non c'est non significatif, donc ça marche pas, donc ça change rien. Mais c'est que sur la performance que ça a été fait, ces études, c'est pas sur la récup? Ouais, sur la performance d'endurance surtout, sur la récup. Donc ce serait les douleurs musculaires quoi en gros. Ouais, enfin les protéines. Non mais il y a très peu de protéines. Si tu manges Mais c'est ce qu'on voit, on la voit comme ça. des protéines, mais combien? Mais regarde combien il y a de grammes, tu tapes sur internet, combien il y a de grammes de protéines dans de la spiruline et combien il faut, je viens de te dire, il faut 20 grammes d'acide aminé essentiel. Il n'y a pas d'acide aminé essentiel, il te faut 20 grammes, je sais pas quel est le pourcentage, mais des protéines c'est débile. Si tu veux des protéines végétales, mais prends des protéines végétales et tape-toi un plat de haricots verts plus du machin, tu auras plein de protéines en grammes. Je comprends pas pourquoi des gens se font avoir avec ce type de truc. Enfin, Parce qu'il y a des bons vendeurs. ils sont bons. Non mais les acides aminés ne sont pas essentiels et regardez combien il vous faut de grammes d'acides aminés. Non mais ça c'est leur gagne-pain. C'est clair que si à un moment ton entreprise c'est de vendre la spiruline, enfin franchement je me mets à leur place, je serais le premier à faire ça. Et après soit... Hein ? Tu pourrais pas bosser pour eux. Non mais ça c'est vrai. Hein.
Non, mais vraiment, même moi, médecin du sport, je finis au CHU, mais je pense que je me suis refait ma vie, mais il y a des trucs, j'y arrive pas, quoi. Je me bats contre... je suis pas dans le... Je serais pas arrivé, ouais. Je crois, je me fais virer. Ouais, du coup, s'il te faut 20 grammes, ouais, du coup, faut manger 30 grammes de trucs, et tu as 20 grammes de protéines et pas des acides aminés essentiels. Donc tu as 20 grammes de pas d'acides aminés essentiels. Regarde les apports, regarde tout ce qu'il y a, regarde les apports journaliers recommandés, mais tu peux manger de la spiruline, c'est bien, c'est des fruits et légumes, quoi. Non, mais bon, c'est comme des fruits et légumes, quoi. Et ce sera un bon fruit et légumes, voilà. Du coup, alors, on avait interrogé 1000 sportifs, bon, des trailers normaux. Il y en a plein qui prenaient, d'ailleurs en 1, qui prenaient 35% prenaient de la spiruline, 15% prenaient des BCAA, 10% prenaient du magnésium, 10% de la vitamine C. C'est pareil, la vitamine C, on me dit, ah ouais, ça va me réveiller, ça va me booster, ça joue pas du tout sur le sommeil et l'attention. C'est un antioxydant et point barre. Il y a des protéines, de la maltose, du machin et tout, ils prenaient tout ça. Il y a là plus de la moitié qui ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Bon, voilà, déjà ça. Et ils prenaient en pharmacie, en supermarché, un peu sur le net et puis un peu en club. Il y a quand même 21% qui en prenaient des antalgiques et voilà. Il y en a qui disaient prendre des corticoïdes aussi. Là, il y a une bonne étude qui a été faite sur l'UTMB ou qui vient de paraître avec les dosages urinaires. Et du coup, ils disent qu'ils ne prennent pas, mais on détecte 1, 2 ou 3% d'amphétamine, de corticoïdes et tout. Donc là, on a montré qu'en fait, le taux de prise de substances dopantes lourdes est plus important que le taux déclaré. Donc nous, il y a combien 5% de corticoïdes. Du coup, on peut peut-être dire qu'il y aura 7 ou 10% de prise de corticoïdes. Non, c'est des pourcentages par rapport aux 21% pendant la compète. Principalement parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Amélioration de la récup et de la performance, ouais, un peu. Voilà. Alors dans le sac, par exemple des médicaments dans le sac, parce qu'en gros, je peux vous faire tous les médicaments, il n'y en a aucun qui marche. Pour les troubles gastro-intestinaux, les machins et tout, c'est très discutable. Mais il y en a 2 tiers qui partent avec des médicaments, et 20% de ces médicaments, c'est des AINS. Pendant la course, il y en a 31 qui en prennent, 31%, et 20% qui disaient en déclaré sur les 31%. Principalement pour lutter contre la douleur. Mais après en 2016, bon voilà. Du coup on avait vu tout ça. Après, ouais c'est ça, alors là du coup, l'année d'après, j'avais dirigé la thèse d'Isabelle Laïchonki qui a fait pareil mais qui a demandé combien vous avez consommé dans les 6 mois. Bon, elle a interrogé les généralistes pour voir ce qu'ils en pensaient. Bon, ils ont des avis, ils discutent, ça dépend. Il y en a qui s'y connaissent bien et d'autres qui disent ouais, c'est bien, ça doit prévenir la douleur. Bon. Et du coup, il y a un tiers des trailers qui avaient consommé des anti-inflammatoires dans les 6 mois qui précèdent le Grand Raid et pendant. Parce qu'ils avaient mal au dos, des entorses, des machins, des bidules, tout. Ou Bon, alors moi j'avais fait un petit tableau, j'avais essayé de vulgariser tous les produits qui peuvent se prendre pour montrer ceux qui sont interdits et ceux qui sont dangereux pour la santé. Et plus il y avait de panneaux interdits, plus c'était dangereux, quoi. J'avais fait un petit truc qui avait été imprimé par la DGSCS, là. Du coup, il est là. Bon. Voilà, je vous résume tout ça. Alors, est-ce qu'il faut prendre de la supplémentation? C'est recommandations nationales et internationales. Alors, du coup, ils disent il faut céder. Déjà, il ne faut pas prendre ce qui est dopant pour les sportifs. Enfin, voilà, pour tout sport, hein, ça, c'est... Il faut, s'il y a une carence, s'il y a des bénéfices prouvés de la supplémentation suite à la carence, il faut que ça colle aux objectifs de l'athlète. Il faut des preuves d'efficacité. On essaye. Si ça marche, on continue. Et si ça ne marche pas, on arrête. Bon, gros, voilà quoi. Je dis pas absolument non, mais il n'y a pas beaucoup. Là, en ultra trail, il n'y a personne qui répond à on a regardé, il y a une carence objectivée. La carence objectivée, elle est en rapport avec les objectifs. Et du coup, la supplémentation a des bénéfices prouvés suite à la carence. Donc, on te donne le truc qui marche. Et du coup, on vérifie chez toi que ça marche. Et si ça marche, on continue. C'est comme ça qu'il faudrait prescrire des compléments, si je puis dire. Et pas se dire, il paraît que ça marche. Mon pote, il m'a dit cool, alors du coup, j'en ai pris. Ça, il y a tous les compléments là-dessus sur cet article.
combien il faut en prendre, à quelle dose, les effets indésirables et les potentiels bénéfices. Du coup, je ne vais pas tout lire parce que c'est trop long. Après, du coup, alors, revue de la littérature qui date un peu 2016. Ils ont pris tous les compléments et ils ont regardé ce qui marchait le mieux. Ils ont fait une revue de la littérature depuis 50 ans de recherche. C'est clair qu'on a fait plein d'études en nutrition. Et à la fin, ils nous disent clairement, ce qui marche le mieux, c'est les glucides. Ça, c'est clair. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas besoin de connaître tout, la créatine, machin, c'est clair. L'eau et les glucides, ça va être vraiment le truc de jouer là-dessus. Ils jouent là-dessus, hein. Mais même les meilleurs, vous en faites pas, ils s'amusent pas à prendre. Je vous dis si, peut-être que j'avais entendu parler le pauvre Antoine Guillon qui prenait du jus de betterave. Peut-être, mais d'ailleurs c'est le seul. Les autres, je pense pas qu'ils en prennent. Donc vous pouvez carrément oublier. J'en parle parce que c'est le sujet. Comme ça, vous serez au courant. Alors notamment, tiens, il y a un truc, c'est l'effet placebo. Alors ça par contre, ça joue énormément. C'est-à-dire que, en fait, quand on a un effet, on paie un truc, et du coup, cool, j'étais malade, je suis plus malade, j'ai pris le truc, donc c'est à cause du truc. Ce qui se passe, c'est que je suis malade, ou alors je prends un truc, et du coup, je suis plus performant. Je cours un 10 km, je recours après, et du coup, je suis plus performant. Il y a, ou par exemple, j'avais une aponevrosite plantaire, j'avais mal au pied, j'ai pris un anti-inflammatoire, j'ai plus mal, donc ça marche. Non. Tu n'as plus mal après. Parce que ça tombe, l'aponevrosite, elle est passée toute seule. Donc en fait, il y a l'évolution naturelle de la maladie. C'est pareil. Je commence à me mettre à l'ultra-trail. Et du coup, je me suis inscrit en club. Et du coup, je prends plein de jus de betterave. Et du coup, je suis bien meilleur 6 mois après. Mais en fait, mon gars, tu t'es entraîné en club. Et avant, tu n'étais pas entraîné. Donc c'est pas le jus de betterave, c'est peut-être l'entraînement. Donc voilà. Et ça, souvent, c'est... Non mais c'est vrai, il faut regarder. C'est souvent tout le temps ça. Donc en gros, il y a la guérison spontanée ou l'effet de l'entraînement. Après, il y a l'effet placebo qui joue aussi dessus. Et il y a l'effet spécifique de la substance. Et quand on dit ça marche, c'est pour ça qu'on fait placebo versus double aveugle, dans des conditions comparables, pour essayer vraiment de voir l'effet de la substance et pas l'effet placebo. Et alors là, l'effet placebo, il marche, mais il marche. Il marche pour la guérison des maladies, surtout pour l'asthme, les infarctus, le stress, et il marche énormément sur la performance. C'est le coaching mental, c'est le machin, c'est le bidule. Et clairement, ça marche. Ça marche de combien ? De beaucoup. Par exemple, là, ils ont fait faire des sportifs, 20 sportifs par groupe, du sprint. Et du coup, ils ont fait un 200 mètres. Donc, des sportifs entraînés. Et là, on a dit, on vous file un truc. C'est une boisson. Là, franchement, on vous file cette boisson. On ne sait pas trop si ça améliore les performances. Et du coup, ils ont couru avec cette boisson. Ils ont amélioré leur performance de 2%. Là, on a dit, la boisson, on ne sait pas trop si ça améliore ou ça améliore pas les performances. Ça améliore de 2%. Et là, on leur a dit, cette même boisson, et ça améliore les performances en course à pied. Et bien du coup, ils améliorent aux 200 mètres de 6% les performances. C'est juste une phrase prononcée. D'ailleurs, je fais la même étude avec les AINS pour voir si une phrase marche ou machin. Donc la phrase, elle fait ça. Nous, on sait, je crois, un généraliste, je regarde mon pauvre interne qui est trop fort en médecine G. Je crois, j'avais appris quand j'étais étudiant, le généraliste, il dit « Avez-vous arrêté de fumer ?» Et je crois qu'il y en a 1 sur 20 qui arrête de fumer. Donc, voilà. C'est l'impact blouse blanche, le fait d'être docteur, et le fait d'être en cabinet. Voilà. Parce que si ton pote qui fume, il dit « T'as pas arrêté de fumer au fait pas sûr que ça marche autant. » C'est l'effet placebo si on veut. Donc vous, en tant qu'entraîneur, moi, je n'arrive pas à m'en servir. Déjà, j'ai des sports... mes patients, c'est des types comme vous. Donc vous venez me voir, je ne vais pas vous dire... Alors, je suis nul. Mais alors, il y en a qui s'en servent. Je m'en suis servi une fois, j'avais fait les Jeux des îles. Et du coup, je me souviens, j'ai toujours le même discours. Et du coup, je remplissais mon sac de médicaments pour aller faire le Jeu des îles. Et du coup, il y a Pascal de Nabat, qui est urgentiste, et qui me dit... et du coup, j'avais une grosse pharmacie, je pouvais prendre tout ce que je voulais. Alors, je dis, je prends de l'adrénaline, des corticoïdes, des machins, des bidules et tout. Et il y avait de l'homéopathie, il y avait de la vitamine C, il y avait tout ça. Et du coup, il me dit, mais tu ne prends pas ? Je dis, je ne vais pas prendre de la vitamine C, qu'est-ce que je vais filer de la vitamine C, ou de l'homéopathie. Il me dit, prends, tu vas voir, ça peut servir. Et du coup, à un moment, je me suis retrouvé en finale de ping-pong, parce que c'était comme ça. C'est rigolo, les ping-pong, ils étaient à fond. C'est des petits jeunes là, ils jouent leur vie. Et d'ailleurs, il y avait une lésion du grand pectoral, je me souviens. Un jeune, il s'est fait une lésion du grand pectoral. Comme j'étais le seul à faire de l'écho à l'époque, j'ai fait l'écho. Il y avait une lésion grade 2. On a dit, allez, vas-y, tu joues. Et puis du coup, il a joué et je crois qu'il a gagné. Et il y avait une petite jeune qui avait rien, je crois. Elle avait mal au dos, tout ça. Et du coup, j'ai fait l'écho et ça allait bien, quoi. Mais elle était flippée. C'était une Catherine, là, elle a 15-16 ans. Et du coup, elle est en finale des Jeux des îles. Elle était flippée, elle avait peur d'avoir mal et tout.
Et du coup, bah, moi, comme j'étais le docteur qui faisait de l'écho, à la fin, bon, on ne sait pas si oui ou non elle joue, oui ou non. Franchement, on est 3 ou moins. On dit, bon, bah, elle va jouer. Et là, bah, justement, ce que j'ai fait, j'ai dit, bah non, mais tout va bien, tu vas guérir. Parce qu'elle dit, ouais, j'ai mal. Mais tu vas guérir. J'ai fait placebo. J'ai dit, tu vas guérir, tu vas voir, on a un truc génial. Et du coup, tu vas y aller à fond, tu gagnes, tu fais ça. Hein. Et du coup, j'ai pris de l'homéopathie. Et j'ai dit, mais regarde, ça, c'est bon, ça marche, ça améliore les performances, tu vas. Et du coup, bon, bah, je sais pas, mais du coup, j'ai utilisé comme ça, quoi. À la fin, elle a gagné, la femme, mais bon, est-ce que c'est. J'ai fait aussi un peu, je suis un peu, mais j'aime pas, je trouve, c'est un peu prendre les gens pour des débiles, mais ça, c'est vrai que des fois, j'ai des gens un peu des lombalgiques, et du coup, il y a des trucs qui servent à rien, et du coup, bon, je leur dis, on fait ça, et si en plus vous en profitez, vous bougez, ça ira mieux, tout va bien, blablabla, on sert un peu comme ça aussi. Et là, alors, c'était intéressant, comme toute la science du sport pense que la caféine, ça marche, et c'est pas un tort. Ils avaient pris des cyclistes, et du coup, ils ont pris des cyclistes entraînés. Voilà, ils ont fait un 10 km en contre-la-montre. Et du coup, soit ils ont filé un placebo, soit 4,5 mg de caféine kilo, ce qui marche, soit 9 mg Et du coup, au début, ils avaient ça en puissance, donc 277 watts. Le placebo, il faisait 274. Le 4,5 mg, 281. Et le 9 mg, c'était 286. Mais en fait, on leur a annoncé après que tout ça, c'était placebo. Donc en fait, même l'effet placebo a un effet dose. Il y a plein de trucs hyper intéressants dans l'effet placebo. La couleur, le fait d'y croire. Et, je vous dis, les piqûres, ça marche mieux que par la bouche. L'homéopathie, c'est un gros effet placebo. Énorme, parce que c'est le monde entier. C'est une grosse théorie scientifique avec plein de scientifiques, de médecins, de pharmaciens et tout. Et c'est marqué partout que ça marche. Du coup, l'effet placebo, il marche mieux que la patate de grand-mère, quoi. Voilà. Alors notamment, tiens, alors là, énorme effet placebo. On a fait, alors d'ailleurs, c'est super bon protocole d'études, comparatif avec un truc de washout, on prend carrément les mêmes. Il y en a un, on leur dit, c'est en double aveugle, c'est-à-dire que le médecin, je sais pas, c'est le type qui injecte, il croit que c'est de l'EPO. Et du coup, mais c'est un nouvel EPO, on va voir si ça marche. Et du coup, on prend des athlètes entraînés 10 km en 39 minutes. Et du coup, ils font des injections, voilà, Oxy RBX, c'est supposé avoir les mêmes effets de l'EPO. On dit c'est un nouvel EPO, ça marche peut-être un peu mieux, peut-être un peu moins bien, etc. Et du coup, on l'a fait, et du coup, soit on leur file du coup, de l'Oxy RBX, là, soit on leur dit, bah non, en fait, on vous met mais de l'eau, on vous pique de l'eau. Après, on attend 15 jours, et après, c'est pareil, c'est les groupes qui changent. Et, voilà. Et ben, du coup, l'effet placebo sur des gens entraînés, c'était sur un 10 km. Ah non. Mais si, c'était ça, c'était 10 km, je pense. Ah non, c'était sur un 3000 mètres, pardon. Ça, c'est premier 1000 mètres, deuxième 1000 mètres. Ah oui, non, premier 1000 mètres, deuxième 1000 mètres, troisième 1000 mètres. Bon, en gros, sur le 3 km, ils amélioraient leur performance de plus de 10%, 10-12%, quoi. Du coup, avec des piqûres de rien, quoi. Et du coup, ils voyaient, ouais, c'est ça, là, on voyait, bon, ça marche bien sur le deuxième et troisième. Donc ça marche. Après, les compléments alimentaires à la chaleur, on a vu que globalement, quand on se met à la chaleur, tous les bénéfices que j'avais dit de tous les compléments, bah, ils se perdent. Ça marche plus. L'alcool, on l'a fait. Et la bière, il me manquait une diapo, c'est ça? Ah ben non, c'est cette diapo qui me manque. C'est celle-là qui manque. Ils ont carrément étudié la bière chez le coureur. Alors du coup, ils ont fait quoi? Ils ont dit, bah, du coup, tu bois de la bière, tu bois plein de bière, tu te réhydrates et après tu perds l'hydratation. En effet, ça déshydrate. Sauf qu'à un moment, en fait, bon, bah, tu te déshydrates, tu peux rajouter de l'eau. Hein. Et du coup, si tu mets de la bière, mais tu lui dis, bon, tu peux prendre autant de bière que tu veux, mais par derrière, tu peux prendre autant d'eau que tu veux, tu n'es pas plus déshydraté que quelqu'un qui ne prend pas de bière. Parce que si c'est un peu diurétique, tu pisses un peu, mais après tu bois un peu plus d'eau. Donc, voilà. Donc ça ne changeait pas grand chose. Alors là, ils sont carrément entrés dans les détails, ça vous amuse. Alors, bien sûr que s'il y a moins d'alcool, c'est plus efficace. Si on prend de l'alcool, il faut, vu que c'est diurétique, rajouter de l'eau. Si on prend de la bière. Après, si la période de récup est courte, c'est quand même problématique pour la récupération. Si on prend une bière et on court 2 heures après, quand même, on va être déshydraté. Enfin, 2 heures.
Ils disent court. Tout ça, c'est uniquement pour la bière. C'est que pour la bière. Ouais, c'est pas valable. Oui, mais c'est pour quelle bière aussi, c'est pas. Comment? C'est pas une carte de gaz, c'est une bière. Ouais, mais justement, ils disent de pas trop. Enfin, c'est pour les bières de plus de 4%. Ouais, ils disent par plus de 4% et moins de 4%. Si on a perdu plus de 1,5% du poids du corps, il ne faut pas utiliser que la bière pour se réhydrater. Ils disent que si on rajoute du sodium à la bière, ça marche bien, mais que c'est dégueulasse. Après, pour les effets neuromusculaires, la bière à plus de 4%, c'est pas bon, surtout si on consomme plus de 1 litre. Voilà. En fait, la proprio, elle est altérée après 1h30 après avoir bu de la bière. Donc si tu bois une bière et tu fais de l'équilibre 1 minute après, c'est bon. Et ça dure plusieurs heures après avoir bu de la bière, quoi. Après, si tu en prends plein, c'est pas bon. Si tu prends de la bière non, et ça il y en a, enfin je sais pas si, moi j'en connais pas mal dans mon entourage, la bière, des buveurs de bière qui étaient buveurs de bière, hein, franchement ils veulent de la bière, et bien c'est passé de la 0%, et même les buveurs, alors moi j'y connais rien, j'aime pas tout ce qui est amer, il me faut du sucre moi. Et ils trouvent ça pas mauvais, enfin ça, alors, moi, et du coup bon, la bière non alcoolique quand même, c'est pas mal, il y a un peu de sucre, il n'y a pas trop d'index glycémique, notamment il y a des polyphénols, des antioxydants, du coup c'est pas mauvais. Et ça peut être une moyen de récupération pas mal. Donc en tant que médecin, les buveurs de bière, j'aurais dit, moi d'ailleurs ce que je fais, essayez de la 0%, si ça vous plaît autant, franchement prenez de la 0%, parce que l'alcool c'est que... Et alors, voilà, alors si tu fais une consommation modérée, 1 à 2 bières par jour, la composition corporelle et les capacités de force ne sont pas affectées. Si tu veux boire 1 à 2 bières par jour, hein, ils mettent. C'est un sur au café. Voilà. Et en pratique, il n'y a aucune différence, franchement, sur toutes les études sur les troubles gastro-intestinaux et sur les performances non plus. Les régimes végétariens, bon, on a un peu souligné l'intérêt. Quand même, il y a moins de calories, moins de protéines, moins de graisse, moins de vitamine B12 et tout, mais il y a un peu plus de glucides, fibres, micronutriments, etc. Mais du coup, c'est très très possible d'être végétarien, mais ça vaut le coup de faire gaffe justement à tout ça, protéines, graisses, vitamine B12, oméga 3, calcium et iode. Et là, il y a tous les aliments végétariens qui contiennent ce en quoi on peut être un peu carencé. Voilà. Je vais un peu vite parce que voilà, donc pourquoi être végétarien ? Notamment 15% des gaz à effet de serre dont on a parlé, c'est la viande. Oui, ouais. Ça, plus c'est bon pour la santé. Et ça, c'est moins ça utilise de gaz à effet de serre et moins ça utilise de ressources. Donc plus c'est bon pour la santé, plus c'est bon pour l'écologie. Donc ça va de pair, co-bénéfice. Voilà. On avait parlé des gaz à effet de serre, je vais un peu vite. Quand on bouge, le transport actif, c'est très bon pour l'écologie et pour la santé. Et alimentation et sommeil, il y a un petit rapport. Si on augmente l'apport calorique, si on augmente les glucides, ça peut un peu influencer le sommeil. Qu'est-ce que tu penses il y a un peu une mode aussi du régime scandinave, non ? C'est tu réduis les glucides avant... Ouais, j'en avais parlé la fois d'avant, là, tu diminues pour augmenter tes réserves glucidiques. Ouais, j'en avais parlé le cours d'avant. Et du coup, faire tes recharges glucidiques avant, du coup, tu peux faire un peu plus peut-être un peu plus fort en endurance, mais pas sur l'ultra. Et du coup, si tu fais 0 glucides et après beaucoup de glucides, tu vas pouvoir refaire tes recharges glucidiques. Mais si tu fais pas trop de glucides et beaucoup de glucides, ça marche au moins aussi bien. Après, les crampes, il n'y a pas de rapport avec sodium et crampes. Je vais un peu vite parce qu'il faut vous faire les troubles gastro-intestinaux. Donc, il n'y a pas de rapport entre sodium et crampes. Il y a des rapports entre les crampes et la préparation neuromusculaire. Donc en gros, plus on est fort, plus on a fait de l'excentrique, et moins on a... En fait, il y a des gros rapports sur toutes les études entre le taux de CPK et les crampes. Donc ça vous rapporte comment prévenir les courbatures, et on prévient les crampes de la même manière que les courbatures. Enfin, pas que, parce que les crampes, c'est quand même neuromusculaire. Il faut faire gaffe aux médicaments, genre les statines et tout. La fatigue, ça joue. La génétique, ça joue. Les blessures, ça joue. Le sommeil, ça joue. L'hydratation et les glucides, ça joue quand même. L'exercice inhabituel, ça joue.
Voilà. Et là, il y a la recommandation pour essayer de lutter contre les crampes, que vous pourrez lire, mais on essaie de jouer sur un peu tous les trucs que je viens de vous donner. Les troubles gastro-intestinaux, c'est quoi? Je vais essayer de faire vite. C'est multifactoriel. C'est extrêmement fréquent en endurance. Vous voyez là, il y a des troubles hauts et des troubles bas. Et du coup, c'est au moins 20% de troubles gastro-intestinaux, 20, 40, etc. Ça, c'est les pourcentages en marathon. Les barres noires, c'est les femmes. Il y en a beaucoup plus. Et du coup, là, on court pas trop intensif, un peu intensif, très très intensif. Et ça, c'est les troubles digestifs hauts et les troubles digestifs bas. On a beaucoup plus de troubles digestifs bas que hauts, et plus les femmes que les hommes. Et là, c'est les reflux gastro-intestinaux pendant course à pied cyclisme. On a plus de reflux en course à pied, on a plus de troubles gastro-intestinaux en course à pied, et plus on mange de glucides, plus on a de troubles gastro-intestinaux. Ça, c'est ce qui ressort aussi en triathlon. On a vu que, du coup je vais un peu vite, les troubles gastro-intestinaux étaient bien plus importants en course à pied qu'en vélo. Et il y avait un rapport entre plus on avait un apport calorique important, plus on avait de troubles gastro-intestinaux, plus on avait un apport de glucides important, plus il y avait de troubles gastro-intestinaux. Et plus il y a de caféine, plus on a de troubles gastro-intestinaux aussi. À l'UTMB, ils ont posé des questions et du coup, ils avaient un gros pourcentage et c'était pas étonnant. À chaque course, il y a 13% des gens qui courent l'UTMB qui ont des troubles gastro-intestinaux et il y a 46% qui ont des troubles gastro-intestinaux quelques fois. Et du coup, après 3, 5, 10 heures de course, on voit 20%, 20%, 20%. En gros, au bout de 3, 10 heures de course, il y a quand même un gros pourcent, plus de la moitié du peloton qui va pas très bien. Et après, combien de temps ça dure, un trouble gastro-intestinaux? Plus de 1 heure, 35% des gens. Et du coup, plus de 5 heures, c'est quand même plus de la moitié des gens, quand ils l'ont, ils se traînent tout le temps, quoi. Donc c'est très très important. C'est corrélé à plein de choses, à l'individu et à l'environnement. Donc l'âge, les pathologies digestives bien sûr, le niveau d'hydratation, l'intensité de l'effort, le stress, la déshydratation, l'hyperthermie. Ça n'a pas d'influence sur la performance? Ouais, sur un 100 miles. Parce que tu utilises Tu peux tenir, les gens qui ont des troubles gastro-intestinaux, sur cette étude, ils mangeaient moins, et à un moment, tu peux tenir en moyenne, t'abandonnes pas, quoi. Non, c'est pas que ça a aucun apport, j'avais fait tout le cours sur les glucides, mais globalement, il y avait un fort trouble gastro-intestinaux. Diminuer en effet l'apport, ça c'est clair, mais ça n'impactait pas le taux d'abandon. Dû à. Enfin, il n'y avait pas de rapport entre l'apport calorique et le taux d'abandon. Il y a un rapport entre les troubles gastro-intestinaux et le taux d'abandon, mais il n'y avait pas de rapport entre l'apport calorique et le taux d'abandon. Par contre, au bout des trucs de 4 jours là, il y avait un rapport entre l'apport calorique et le taux d'abandon. Ils ne mangeaient pas assez. L'œsophage, il y a des reflux de l'acidité gastrique vers le haut. C'est fréquent dans la population générale. Et l'effort joue. L'effort intensif, notamment, diminue le fait que le sphincter soit serré, change les pressions gastriques et du coup, ça favorise le reflux. L'effort intensif. S'entraîner, s'échauffer, ça peut un peu marcher. On essaie de pas se goinfrer et de respecter la vacuité gastrique. Et les médicaments, c'est discutable. Les médicaments, ça diminue l'acidité gastrique et les reflux gastro-œsophagiens, mais au niveau des symptômes, ça marche pas bien. Ça marche pas. Alors ça, c'était au niveau de l'œsophage. Au niveau de l'estomac, le fait que l'estomac se vide, ça dépend de ce qu'on mange. Les lipides, ça ralentit la vacuité gastrique. Les protéines aussi, les glucides aussi, l'acide aussi. Il y a une régulation nerveuse. Plus on est stressé, moins ça s'évacue. Des facteurs psycho-affectifs. Et la charge énergétique aussi. Voilà. Il y a plein d'hormones qui sont compliquées, mais qui interagissent les unes avec les autres. Il y a des phénomènes moteurs, notamment quand on fait un effort modéré, ça augmente la vacuité gastrique, et un effort très intensif, ça empêche. La chaleur et la déshydratation empêchent aussi l'estomac de se vider. L'osmolarité de l'eau pure, ça s'évacue beaucoup plus facilement que plus il y a de glucides, moins ça s'évacue.
Et plus il y a de taux de glucides, plus ça se ralentit. Du coup, ça joue sur l'absorption intestinale, mais ça joue aussi sur la vacuité gastrique. Quand on fait des endoscopies, on a parlé, c'est un peu bousillé. Ça, l'entraînement serait bénéfique. Encore une fois, si on s'entraîne, petit à petit, la vidange gastrique est améliorée. Prévenir la déhydratation, c'est pas mal pour l'estomac. Les glucides doivent consommer, du coup, il faut quand même des glucides. Et du coup, manger des protéines, des protéines, on a discuté, et manger des lipides, par exemple, ça va ralentir. Et du coup, idéalement, il faut en manger un peu, mais pas trop. Du coup, il faut que ce soit un peu. C'est pour ça qu'on vous dit hypotonique, ça passe mieux quand même que isotonique. Mais comme il faut des glucides, on finit. Les IPP, ça marche pas. Oui, je fais Après, il y a les atteintes coliques, donc ça fait des douleurs, des envies impérieuses, de la diarrhée. Pourquoi est-ce qu'on a de la diarrhée en sport? Des fois parce qu'on est anxieux, des fois une colopathie fonctionnelle, les troubles fonctionnels intestinaux, quoi. Des fois une réaction, une réaction allergique à l'effort, en fait. Voilà, c'est. Les points de côté, on ne sait pas trop d'où ça vient. Bon. Là, l'activité physique joue sur les phénomènes moteurs sur le côlon, mais c'est compliqué. On n'en déduit rien d'incroyable. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi des phénomènes mécaniques? Des fois, il y a une compression par le psoas. Le psoas, il comprime le côlon. C'est un gros muscle qui est là. Et du coup, ça peut jouer. Il y a l'ébranlement, du coup, cela. Le Kaikal Slap Syndrome, par exemple, c'est le côlon. Il n'arrête pas de cogner et du coup, ça saigne et ça fonctionne moins bien. Ça joue aussi. Des fois, il y a carrément des volvulus. Alors ça, c'est de la médecine. Ça se tord comme ça et du coup, on peut carrément faire des nécroses. Et du coup, tout ça, ça peut participer aussi au saignement et du coup à la perte de globules rouges, à la destruction et du coup un peu à l'anémie qu'on avait vu. Enfin, aux pertes de pas assez de fer et du coup. Les hormones, elles interviennent énormément. Au niveau du côlon, il y a 3 trucs. Il y a la muqueuse intestinale, donc en fait l'intestin. La flore intestinale dont on a parlé, c'est plein de bactéries qui sont les uns avec les autres. Plus de 100 000 milliards de bactéries. Ouais, c'est ça qu'il y a. Beaucoup. Dans une personne, dans un être humain. Il y en a plus que de cellules humaines. En fait, là, dans votre corps, il y a plus de bactéries dans votre corps, donc de cellules bactériennes, que de cellules humaines dans votre corps. Du coup, c'est pour ça qu'on dit, ah ouais, du coup, c'est compliqué dans ça. Et le système immunitaire qui interagit aussi, c'est compliqué. Et du coup, là, alors les phénomènes d'ischémie-reperfusion, c'est en fait, on court. Du coup, il y a une ischémie parce qu'il n'y a pas assez de sang qui va dans le tube digestif. Et on arrête et ça se reperfuse. Et là, on a un apport d'oxygène. Et du coup, il y a des radicaux de l'oxygène qui détruisent la barrière intestinale. Pour de manière extrêmement simpliste, on dit qu'il ne faut pas courir, s'arrêter. Ça, c'est pas très bon. Il vaudrait presque mieux faire que de l'ischémie, c'est pas génial, mais ischémie et reperfusion, ça joue en lui-même, pas pour des phénomènes ischémiques, pour des phénomènes que la reperfusion avec l'oxygène et les radicaux libres attaque la barrière intestinale et plein d'autres bazars compliqués. Ça augmente la perméabilité intestinale. Quand ça augmente la perméabilité, il y a des trucs qui passent à la barrière intestinale, donc en effet les endotoxines, qui sont des trucs que les bactéries fabriquent et du coup qui passent dans le sang et qui sont pas cool, qui filent des nausées, des vomissements et peut-être plus ou moins des maladies. C'est pour ça qu'on parlait aussi de la caséine et du gluten. Ça passe la barrière intestinale et du coup on a tout mis sur le compte de la caséine et du gluten. Et du coup les AINS, ça perturbe aussi tout ça, ça favorise la destruction et du coup ça favorise un peu tout ça. Les antibiotiques, ça perturbe, ça détruit les bactéries, c'est le but. Du coup, ça perturbe la flore intestinale. Parce que dans la flore intestinale, si vous voulez, il y a des bons et des mauvais. Ça va être le microbiote. Et du coup, les antibiotiques, ça peut tuer aussi la bonne flore intestinale. Trop de glucides, trop de protéines, ça va peut-être nourrir la mauvaise flore intestinale. Les fibres, au long terme, c'est plutôt bon, ça nourrit plutôt la bonne flore intestinale. Et après, du coup, vu que c'est compliqué, c'est vrai qu'on a mis, du coup, il y a de l'inflammation, du coup, il y a de tendinite, du coup, il y a tout ça. Bon, en pratique, ça se discute. En pratique, l'entraînement, ça marche. L'entraînement, il y a une meilleure tolérance à tout ce qui passe dans le sang. Il y a de moindres lésions intestinales pour le même effort. Voilà, au niveau purement intestinal. Et la micronutrition, ça essaie de jouer sur tout là-dessus. Comme je vous dis, à la fin, ils vous mettent un peu des fibres, un peu des probiotiques, un peu du zinc, un peu... voilà. De manière simple, le run of throat, donc du coup, mal de bide quand on court, surtout par ischémie, diminution du flux sanguin et du coup reperfusion, Du coup, c'est ça la translocation bactérienne, c'est que les bactéries, les trucs mauvais des bactéries, elles passent dans le sang.
il y a une augmentation de la perméabilité, il y a une perte de la fonction de barrière intestinale, donc ça passe dans le sang, et du coup on a mal au bide. Et du coup ce qui joue c'est la chaleur, la longue durée, l'ébranlement, les EINS, le bicarbonate, la caféine, les régimes riches en fibres, en fructose et en FODMAP, ça on va en parler tout de suite, et les boissons d'effort riches en glucides. Là ça c'est l'ischémie, c'est-à-dire que quand on fait plein, là on est au repos, 0 watts, 50 watts, 150 watts, enfin bon, effort intense, voilà. Mais du coup le sang il va énormément dans le muscle, et dans le tube digestif qui est en vert foncé, c'est mal fait. Là, il est bien perfusé. Là, il est bon, ça va. Et là, il n'est plus du tout perfusé le tube digestif. Là, par exemple, au volume, il y a 27% du débit sanguin qui va dans le tube digestif. Quand on fait un effort léger, 12%. Modéré, 3%, ça se passe encore pas trop mal. Mais intensif, 1%. Du coup, il n'y a plus de sang. Voilà. Du coup, il y a une grosse ischémie. Donc, il y a des phénomènes ischémiques. Plus tout ça, on a vu que ça donnait d'importantes lésions du tube digestif bas. Donc ischémie, phénomène mécanique, perte notamment dans la vessie de sang, hémolyse dans la plante des pieds, tout ça, et plus prise d'aspirine, ça fait qu'on perd des globules rouges et ça fait qu'on est en carence martiale à la fin. C'est ce qu'on voit sur les prises de sang. Si on rajoute des médicaments, ça marche sur nos prises de sang et sur nos pH, mais ça marche pas bien cliniquement. Après, on avait phénomène infectieux, on avait vu le rapport entre sport et infection, et du coup, en fait, quand on a une gastro-entérite, du coup, ça participe aussi, et du coup, on peut très bien le faire, et c'est des phénomènes fréquents, notamment avant les JO, on est stressé, voilà, et de troubles gastro-intestinaux. Donc, des mesures préventives, les probiotiques, ça se discute, les régimes sans fibres 3 jours avant, ça va éviter d'agresser les choses, dernier repas, voilà. Après, pendant l'exercice, il faut limiter l'effort intense, limiter la chaleur, bien être hydraté, faire des boissons iso ou hypotoniques, parce que hypertonique, ça ne se passe pas très bien. Les médicaments, on évite les AINS, et IPP, etc., ça ne marche pas bien. On peut tenter, voilà. Alors là, ils disent dans la recommandation internationale, la Société internationale de nutrition, d'éviter les glucides très concentrés, de minimiser la déshydratation. Les coureurs peuvent ralentir leur rythme, diminuer leur apport calorique. Ça va diminuer les troubles gastro-intestinaux, mais du coup, on va moins vite. Et après, il faut surtout s'entraîner avant. C'est très important. Ça, c'est ce que nous disent Hoffman et compagnie. Bien s'entraîner, tout tester, encore tester, encore tester. Et à la fin, j'ai tout lu, mais ils disaient de tester les trucs. Bon. S'entraîner. Alors l'entraînement, c'est pas s'entraîner. Enfin, il y a s'entraîner pour se dire ok, là je bouffe une patate et je vois si je le tolère. Et là, mais après, il y a l'entraînement intestinal. L'entraînement intestinal, ça c'est très important. On entraîne l'intestin avec. On court et quand on court, on garde l'estomac et on court. Ou alors on mange et juste après le repas, on court. Après, on prend des apports glucidiques importants et juste après, on court. On teste la stratégie nutritionnelle parce qu'on va dire oh ouais, alors pendant le moi je vais bouffer, mais pendant l'entraînement, voilà, on fait pareil, on bouffe. Et on augmente même la ration glucidique. En fait, on s'entraîne, voilà. À force de s'entraîner, quand même, on a une diminution du gonflement et de la sensation de plénitude, donc ça marche un peu. On améliore la vidange gastrique, à force de l'entraînement, l'estomac il s'améliore. On augmente l'absorption, vous avez vu, il y a quelques mois, là, il y avait des transporteurs. Mais ce transporteur, il y en a plus. Du coup, on améliore l'absorption glucidique. Donc ça se passe mieux. Donc à la fin, on absorbe mieux les glucides et l'eau, et on est moins déshydraté, et il y a un meilleur transit. Du coup, il y a une réduction des troubles gastro-intestinaux qui a été prouvée, et du coup, il y a une amélioration de la performance. Donc on s'entraîne à ça. Et l'entraînement se fait sur combien de temps Justement, alors là, tu vois, c'est une revue de la littérature. Ils ont fait les études pendant 1 mois. Ça marche déjà. Et du coup, bon, alors là, sur l'estomac, ça se discutait. Sur la tolérance de volume stomacal, c'est sûr que ça marche. Sur le transit intestinal, on ne sait pas trop. Sur l'amélioration de l'absorption ou la diminution de la malabsorption, ça joue. Et sur le reste, on ne sait pas très bien les mécanismes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça marche au niveau clinique. Ça améliore la tolérance glucidique, ça améliore sa tolérance et ça diminue franchement, ça améliore les performances et il y a moins de troubles gastro-intestinaux. Donc c'est vraiment une technique qui marche. Donc ça, c'est le truc à faire. Après, les régimes, blablabla, on en avait parlé au premier cours. Le gluten, non. Mais alors par contre, le gluten, il y en a, ils mangent sans gluten, ils ont moins de troubles gastro-intestinaux. Pourquoi ? Probablement parce qu'ils mangent moins de FODMAP. Ça vous parle là, les glucides fermenticibles ? Le principal truc qui file les troubles gastro-intestinaux et le principal truc, à la limite, qu'on peut enlever quand il y a des troubles gastro-intestinaux, c'est ça, c'est les glucides fermenticibles. C'est quoi ? Alors, le lactose, le fructose, certaines fibres et certains polyols.
Et notamment les aliments riches en gluten sont souvent des aliments riches en FODMAP. Et c'est pour ça que des fois ça pourrait marcher. Mais on s'est juste planté de cible. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà, bon alors il y en a plein, des trailers là, qui suivent des régimes. Et du coup, ils suivent des régimes végétariens, cétogènes, sans gluten, machin. Mais des régimes sans FODMAP, alors que c'est le truc qui marche. Sur les troubles fonctionnels intestinaux, le meilleur truc c'est ça. C'est les régimes sans FODMAP. Ça marche. Et justement, ils ne suivent pas de régime sans FODMAP. Parce qu'on se dit, bah, c'est débile, c'était le truc qui marchait, c'est pas connu. Donc ils font plein de régimes. Alors en général, ils ont des apports très importants en FODMAP. 85%, on dit des régimes, il y en a lui, il a un régime élevé, moyen, voilà. Chez les sportifs, par rapport à la population générale, ils mangent plutôt plus de glucides fermentescibles que la population générale, alors qu'il faudra manger plutôt moins. C'est 85% qui ont des régimes riches en là. Et si on exclut le lactose, si on dit que le lactose, bon ok tout le monde en mange et du coup, hein, il y a quand même 45% des gens qui mangent plein de fibres, etc. Ils ont fait une étude avec des gens où ils avaient des troubles gastro-intestinaux et du coup ils ont fait une éviction des FODMAP et ils voyaient que l'éviction des aliments riches en FODMAP avait des bénéfices en effet très importants avec une amélioration significative des troubles fonctionnels intestinaux. Parce qu'il y a du fructose? Non, mais alors c'est une question de quantité. Tu en auras toujours un petit peu. Et du coup, il va falloir. C'est là où ça devient très compliqué. Tu vas pas tout. Alors là, du coup, là, il faut aller voir une diète. Pour dire, on essaye d'abord ça, d'abord ça, on regarde s'il y a un truc qui marche. Parce que tout enlever, tu vas plus rien bouffer à la fin. C'est très compliqué. Du coup, ils ont fait. Alors là, il y a une étude. Ils ont fait chez des coureurs. Ils ont fait 6 jours sans FODMAP. Et ça a bien marché. Après, il y a une fille en ultra-endurance, elle a fait un régime pauvre en FODMAP pendant 6 jours. Elle avait plein de troubles gastro-intestinaux. Elle a réussi à faire son ultra sans troubles gastro-intestinaux. Mais on avait vu qu'en fait, à la fin, elle a fini que ses glucides étaient bien moins importants. C'est-à-dire qu'à force de tout virer, elle avait moins de glucides. Mais elle a quand même fini, alors qu'avant, en fait, elle finissait pas parce qu'elle avait trop de troubles gastro-intestinaux. C'est un case report, quoi. C'est un cas clinique. Là, ça, c'est une étude chez plein de sportifs qui ont eu un régime, en fait c'était 16 volontaires, coureurs, et soit il y en a, ils avaient peu de FODMAP, et d'autres ils avaient beaucoup de FODMAP. En gros, alors qu'ils se plaignaient de rien avant, ceux qui ont haut en FODMAP, ils ont beaucoup de troubles gastro-intestinaux, ceux qui ont eu bas, ils ont plutôt diminué de troubles gastro-intestinaux. Voilà. Et voilà. Du coup, s'il y a un truc à faire, c'est vraiment se pencher sur les FODMAP. C'est compliqué, hein, vous-même, faut aller voir une diète et faire un suivi. C'est plein d'aliments, il y a la liste qui est là, voilà. Sur le trouble gastro-intestinal, en gros, les probiotiques, la glutamine et le colostrum bovin, c'est peut-être les trucs qui marcheraient. Les glucides, la caféine et le bicarbonate de sodium, ça aggrave les troubles gastro-intestinaux. Ouais, c'est ouais, c'est ça. C'est des compléments alimentaires, quoi. C'est un complément alimentaire ou c'est un truc qu'on va vraiment chercher sur la vache? Je sais pas. Mais non, ça se fait en complément alimentaire et après, il y a des études qui ont été faites. Des compléments alimentaires, c'est des machins séchés. Ouais, je pense qu'ils prennent du colostrum, ils te foulent en poudre et puis tu rajoutes de l'eau. Voilà. Franchement, je sais pas. Et je sais pas, parce qu'après on coupe la vache et on la mange, non? Ouais. C'est pas comme ça, je sais rien. Je sais pas. Faudrait regarder. Après, glucose-fructose, on avait vu en fait pour l'absorption, vaut mieux faire des mélanges de glucides que voilà. La caféine c'est pas bon et le bicarbonate de sodium, ça finit carrément des troubles gastro-intestinaux, ça c'est clair. Ça c'est un résumé de tout. Ah, j'ai plus de batterie. Du coup j'ai plus d'heures. Ah, j'ai 5 minutes. Bon voilà, j'ai fait l'essentiel. Après il y a les probiotiques. J'en avais dit un mot. Clairement, il y a un effet souche. L'activité physique, il y a des interactions multiples. À la toute fin, sur les troubles gastro-intestinaux, c'est discutable. Et sur les infections, c'est discutable. À la fin, la Société française de nutrition nous dit les probiotiques peuvent avoir un bénéfice sur la santé, enfin sur des maladies, mais il y a plein d'études. Chez l'athlète, ça dépend de plein de choses, bien sûr.
Sur le déficit immunitaire, des souches particulières bien visées sur des sous-populations qui sont bien visées, ça peut diminuer le nombre d'épisodes, la gravité, la durée des infections. Donc ça marcherait. Sur les troubles gastro-intestinaux, il y a plein d'études qui étaient faites avant qui peuvent montrer que théoriquement ça pourrait marcher. Mais en pratique, ça ne diminue pas les symptômes. Et ça ne diminue pas non plus les performances sportives. Donc pour l'immunité, ouais. Pour les troubles gastro-intestinaux, c'est quand même discutable. Pour les infections, bon là c'était ce qui marchait pour les infections. Et puis là c'est des résumés de absolument tout. Tiens, mais là c'est ce qu'ils mangent à la Réunion. Mais du coup c'était l'étude d'Elisabeth. Elle avait pris des trailers, elle avait interrogé 300. Ils se basaient surtout sur leur propre expérience pour savoir ce qu'ils mangeaient les sportifs. Un peu Internet, pas trop. Un peu les professionnels de santé. Ils planifient pas. On avait dit de planifier, ça vaut le coup. Alors chez les sportifs élites, c'était pareil, ils planifient pas. Ils vont à la compète et ils se sont pas entraînés assez, on va dire ça comme ça. Élite locaux. Non, les élites nationales et internationales, ils testent pas. On dit de tester, ils testent pas. Dans 80% des cas, ils testent pas leur alimentation pendant la compète. Chez l'amateur aussi, mais là, bon, ça c'est l'amateur. Probablement qu'il y a un pourcentage, 10-15-20%, qui ne boit pas assez. Et clairement, ils ne mangent pas beaucoup de glucides. Il y a 50%, ils bouffent moins de 30 grammes de glucides par heure. Alors, bon, si c'est en mode finisher, voilà, mais alors là, il risque d'y avoir un problème. Ce qu'ils mangent, ça se passe pas trop mal. Bon, alors, il y a bien sûr le coca, 45%, là, bon. Le coca, c'est pas bon. D'ailleurs, j'ai essayé de publier. Du coup, j'ai soumis à publication. Je ne sais pas si ça va être publié. Du coup, je me suis dit, bon, je vais dire que le coca, c'est pas bon, mais je vais essayer de voir un peu si c'est pas bon. Du coup, j'ai regardé tout ce qu'il y avait dedans. Il n'y a rien qui est bon. Hein. Il y a du sucre et trop de sucre et de l'eau. Et puis tous les fausses machins et tout, là, c'est pas bon. Le café, il n'y en a pas beaucoup qui consommaient du café. Après, en récupération, ils mangeaient des glucides, des protéines et ça allait pas trop mal. On a vu que 30%, ils prenaient de la bière. Il n'y avait pas trop de symptômes. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. C'est fini. C'est joli, hein. Merci.